La séance est ouverte. Permettez-moi de vous saluer tous et de rappeler que nous allons ce matin essayer de faire une table ronde sur... On a un sujet extrêmement vaste, insoluble évidemment, une table ronde sur la remise en cause de la paix dans le monde aujourd'hui, ce qui est effectivement, comme aurait dit le général de Gaulle en d'autres circonstances, vaste programme. Ce sujet nous invite à une réflexion globale sur plusieurs choses. Je crois que c'est assez... On verra comment... Enfin, je vais d'abord présenter nos invités. Alors d'abord, nous avons deux invités que je remercie l'un et l'autre très sincèrement de venir. Vous serez suivis d'ailleurs parce que nous avons une seconde réflexion avec notre ami Jean-Marie Guéhenno qui... de passage à Paris entre ses séjours à Columbia, viendra nous parler de sujets assez proches des vôtres. Donc nous allons avoir une sorte de table ronde télescopique en quelque sorte. Alors d'abord, je présente M. Weiss, Justin Weiss, qui est historien, spécialiste des États-Unis et des relations internationales, qui a écrit de nombreux articles et de nombreux livres qui personnellement m'ont toujours beaucoup intéressé et beaucoup inspiré. Vous avez notamment enseigné à Sciences Po, à la Johns Hopkins University. Vous avez été directeur de recherche dans cette prestigieuse université. Vous étiez à Washington, à Baltimore ? À Washington. À Washington, oui. De 2007 à 2013. Vous avez également été directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un point d'ailleurs que vous avez en commun, je crois, avec Jean-Marie. Absolument. Qui a été aussi... oui. Vous êtes à l'initiative de la création du Forum de Paris sur la paix, immense œuvre qui vous met au niveau des grands fondateurs de la SDN, de l'ONU, etc., avec, j'espère, un succès plus garanti. Vous dirigez, donc, vous en avez dirigé la première édition qui s'est tenue en novembre 2018, et ce forum s'est imposé, nous le suivons d'ailleurs, comme un rendez-vous international annuel majeur pour dissiper les tensions interétatiques. Donc vous avez toute votre place, effectivement, dans l'analyse qui nous réunit. Monsieur Dominique David, vous êtes, conseiller du président de l'IFRI, notre cher Thierry de Montbrial, après en avoir été directeur général, rédacteur en chef de politique étrangère et co-directeur du rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies, donc RAMSES. Nous avons le rapport. J'ai été, comme vous le savez, administrateur de l'IFRI pendant quelque temps, mais les transformations à vue organisées par monsieur de Montbrial font que je ne pouvais plus être dans le conseil d'administration suivant, mais je continue de suivre vos activités avec beaucoup d'intérêt. Vous présidez aussi le centre franco-autrichien, qui est un centre tout à fait intéressant pour le rapprochement en Europe, le CFA. Vous avez également, et ça c'est un point que nous avons en commun, enseigné à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dans plusieurs universités, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Paris. Là, on se retrouve tous les trois, si je puis dire. Et vos études et ouvrages portent sur les questions stratégiques et de sécurité. Et votre regard sur la question qui nous occupe ce matin est indéniablement celui d'un expert de premier plan. Alors, je ne vais pas faire nous sommes formalistes, gestaltistes dans une commission parlementaire. Ce qui compte, c'est la forme, avec l'espoir que la phrase de Victor Hugo, selon laquelle la forme, c'est le fond qui affleure, à la surface, le fond peut être vérifié. Formellement, ce qui compte, donc, c'est l'organisation des débats et des horaires que j'ai un mal fou à faire respecter, mais je m'y attache, je m'y efforce, sous les colibés de mes collègues qui trouvent que j'en fais trop, pas assez, etc. Mais je fais, comme dirait l'autre, je fais ce que je peux. Et donc le système, c'est que vous faites une intervention de 10 minutes, 10-15 minutes au plus chacun. Ensuite, un représentant de chaque groupe, successivement, vous posera dans un format
qu'on essaie de tenir à réduire à 2 minutes et demie, fera une analyse et là où les questions qu'il souhaite vous poser. La difficulté, c'est que vous êtes supposé répondre dans le même laps de temps, comme vous êtes deux. C'est très, très compliqué pour moi de gérer ça, et quand tous les groupes se sont exprimés, les parlementaires qui, à titre individuel, souhaiteraient le faire, peuvent le faire dans le cadre d'une minute, et vous essayez de répondre dans un laps de temps, dans un délai, dans une durée, pardon, à peu près comparable. Et évidemment, vous avez introduit et à la fin, vous concluez, vous dites tout ce que vous auriez souhaité dire et que vous n'avez pas pu dire dans les réponses et les questions. Ça, c'est le cadre formel. Sur le fond, je vous laisse tout à fait le soin d'aborder les choses comme vous le souhaitez. Je ferai simplement 2 observations. La première, c'est que nous sommes effectivement, me semble-t-il, confrontés à une... Je ne sais pas s'il y a une aggravation, c'est une question que vous vous posez certainement l'un et l'autre. Il y a une aggravation des tendances belligènes ou pas, s'il y a une multiplication des effets de guerre. Ce qui est certain, c'est que nous connaissons un phénomène comparable à celui qui avait été décrit au moment de la Première Guerre mondiale, qui est un phénomène de brutalisation du monde. Nous avons certainement un développement de la fragmentation, de la confrontation, une difficulté à fabriquer des compromis, une radicalisation des positions qui rend extrêmement difficile le travail de ce que nos amis anglo-saxons appellent les peacemakers, dont vous êtes, notamment cher Justin Weiss. Quand on est au Forum de Paris, on est un peacemaker institutionnel. Donc ce phénomène-là est intéressant et je crois que c'est intéressant pour nous d'avoir votre perception sur une situation qui est quand même caractérisée par des modifications très importantes que Houellebecq définirait comme une extension des domaines de la lutte, comme une extension des théâtres d'opération, avec les océans, les pôles, l'espace, tout un ensemble de théâtres qui étaient plus ou moins préservés dans le temps passé, une extension des acteurs, avec quand même des acteurs créateurs de tensions et de guerres considérables, en particulier le crime organisé qui prend une allure très, 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 très inquiétante dans un certain nombre de pays qui sont carrément subvertis, comme l'Équateur, pour donner cet exemple, et il y en a d'autres. Donc une extension et une modification des systèmes d'armes qui sont évidemment subissent une révolution complète avec le développement des armes hybrides et le développement d'armes technologiques d'un type tout à fait inédit jusqu'à présent. Donc il y a certainement cette perception de la modification de la guerre en règle générale qui nous intéresse, et puis deuxièmement, on ne peut pas s'empêcher effectivement d'avoir ce qu'en bon français on appelle un focus sur les 2 grands conflits qui sont auxquels nous sommes plus directement confrontés aujourd'hui, qui sont d'une part le conflit ukrainien et d'autre part le conflit au Moyen-Orient. Dans l'un et l'autre cas, on ne va pas vous demander des choses relatives à la conduite immédiate des opérations ou des manœuvres diplomatiques à faire, mais ce qui est intéressant, c'est votre analyse sur la nature et les modalités de ces conflits qui effectivement présentent à certains égards des caractéristiques très classiques et même un peu anachroniques s'agissant du combat de la guerre d'Ukraine, par exemple, et en même temps des aspects extraordinairement nouveaux. Donc voilà, nous sommes entre ces 2 pôles, une réflexion assez globale sur le changement du monde et puis une réflexion effectivement appliquée parce que nous sommes quotidiennement dans notre engagement politique personnel, collectif, partisan, institutionnel, confrontés à ces 2 immenses conflits qui sont extraordinairement préoccupants l'un et l'autre. Voilà ce que je voulais dire en propos liminaire. Celui d'entre vous qui commence, est-ce que vous, Monsieur David, vous préférez commencer
Je réponds aux ordres. Non, ah non, ça, on ne donne pas d'ordre ici. Moi, de toute façon, quand je donne des ordres ici, personne n'obéit, donc c'est pas la peine que j'essaye. Donc allez-y, oui, ce serait le premier. Allez-y, sauf si Justin Weiss. Bon, parfait. Allez-y, cher Dominique David. Il faut appuyer, voilà. Là, et ensuite, quand vous avez fini, il faut appuyer à nouveau. Très bien, pour qu'on ne m'entende plus. Non, pour que les autres puissent se faire entendre. Monsieur le Président, merci beaucoup, mesdames, messieurs les députés. C'est un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui. Naturellement, je ne vais pas faire une liste des conflits que vous connaissez aussi bien que moi ou des risques qui nous veillent. Je vais me contenter de 3 remarques qui me semblent à moi nécessaires pour pouvoir parler de ce monde de guerre et de paix, et puis une conclusion. Alors, la première remarque, et je crains qu'elle ne soit pas tout à fait ces remarques originales pour vous, la première remarque, c'est que, naturellement, ce à quoi nous assistons, c'est à l'explosion de ce que j'appelle le système de la puissance qui avait été créé en 1989, ou qui avait émergé des événements du tournant des années 80 et 90. Ce système, c'était un système international basé sur une architecture de la puissance, sur une pyramide de la puissance dominée par l'Occident et très précisément les États-Unis. Il était donc basé sur un facteur de domination objectif, il n'y a pas de jugement de ma part dans ce terme, et sur un certain consensus spontané ou forcé autour des valeurs que moulinaient les pays occidentaux. Ce système, donc, que nous dominions collectivement, il s'est progressivement affadi à la suite de facteurs que vous connaissez très bien. Tout d'abord, la révolution technologique qui a entraîné une révolution des hiérarchies économiques et donc l'émergence de nouvelles puissances, la Chine en étant naturellement le plus grand symbole, et parce que le début du XXIe siècle a montré que ce système organisé autour de l'image et de la puissance occidentale d'abord était physiquement vulnérable en 2001, ensuite qu'il était arrogant en 2003 en Irak, ensuite qu'il était impuissant ou relativement impuissant en Irak, en Afghanistan, en 2008 face à la crise économique, ensuite un peu plus tard qu'il était assez égoïste, c'est plus près de nous la crise du Covid, etc. En même temps, et j'y reviendrai tout à l'heure, que ce système central s'affaiblissait, d'autres pôles, bien entendu, le président y a fait allusion tout à l'heure, s'affirmaient d'autres pôles de puissance. On est donc en face d'une logique qui est à la fois une logique de dérégulation, parce qu'un système de puissance, ça régule le monde, que vous soyez d'accord avec ou pas, et face à un système conflictuel, donc qui est plus conflictuel parce qu'il est dérégulé, et ce qui nous désoblige, comme dirait Brassens, un système conflictuel qui se rapproche de nous. Qui se rapproche de nous à 2 égards. Il se rapproche de nous géographiquement, ces conflits, alors que nous pensions être dans un espace pacifique pour encore beaucoup de décennies. Et il se rapproche d'un cœur stratégique qui est particulièrement important, qui est le cœur nucléaire. Deuxième remarque, à cette explosion du système de la puissance correspond, bien entendu, le président y faisait allusion tout à l'heure, une fragmentation stratégique, c'est-à-dire l'ouverture d'espace à des puissances, l'ouverture de l'espace stratégique à des puissances de divers ordres. Il suffit de dire Chine, Inde, Russie, Brésil, Arabie Saoudite, Turquie, Afrique du Sud, pour avoir devant soi de véritables acteurs qui peuvent peser sur le système international à de multiples niveaux pour aider à stabiliser le système. J'emploie le terme système par facilité, naturellement, qui peuvent aider à stabiliser le système ou, à le déstabiliser. On assiste donc à une multiplication des acteurs qui peuvent avoir prise sur un système dérégulé avec ce qu'on appelle dans la presse une cristallisation anti-occidentale. Disons, je dirais, une semi-cristallisation anti-occidentale. Pourquoi ? Parce que si le Sud global, chacun sait qu'il n'existe pas, chacun sait qu'il existe, il n'existe pas positivement, mais il existe négativement comme facteur d'empêchement.
À ce titre, la communauté internationale, si elle a jamais existé, ce que personnellement je ne crois pas, existe bien entendu de moins en moins. Et elle est censée, dans les discours, ou elle est vue dans les discours internationaux comme la représentation de plus en plus de valeurs, une fois encore, véhiculées par la domination occidentale. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est une représentation qui, stratégiquement, vous savez que la stratégie, c'est un système de représentation, ce sont des représentations qui importent. Troisième remarque, parmi ces valeurs, ces valeurs qui ont été suggérées par les puissances dominantes occidentales et qui ont été progressivement acceptées par des surfaces croissantes depuis les années 90 dans le monde, il y en a une qui se porte particulièrement mal, à mon sens, qui est, et ce n'est pas seulement mon sens, le multilatéralisme. Ce multilatéralisme, il est évidemment un besoin objectif qui est dicté par la globalisation des problèmes. Je ne vais pas vous faire des commentaires de lieu commun, par en particulier la mondialisation des techniques, des enjeux et des problèmes. Mondialisation technologique, je l'ai dit tout à l'heure, et économique depuis en gros les années 70, avec une montée en puissance au fil des décennies. Mais ce multilatéralisme, il est aussi, je l'ai dit, une valeur. Et ce multilatéralisme comme valeur, comme mode de fonctionnement, il connaît une crise qui est parallèle à celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle de l'emprise occidentale sur le système international. Il fait donc l'objet de contestations à tout niveau, et en particulier au niveau des puissances, pensez à la Chine ou pensez à la Russie, qui en réalité développent trois stratégies face à ce multilatéralisme que nous voulons cultiver. Y occuper le plus de place possible, voir les efforts de la Chine pour peser dans le système de l'ONU, par exemple, éventuellement le paralyser quand les décisions à prendre ne sont pas acceptables par ces pays, ou le contourner par d'autres organisations. À ce titre, en matière de multilatéralisme, et pour paraphraser le général, ce qui est à craindre dans l'avenir, ça n'est pas le vide, c'est plutôt le trop-plein. Si vous pensez à l'Organisation de coopération de Shanghai, aux BRICS, etc., aux banques qui ont été créées aux Jeux internationaux, dont en écoutant les informations ce matin, j'ai réappris que Moscou allait organiser des Jeux olympiques ou para-olympiques ou proto-olympiques, etc. Donc il y a des tentatives de contournement de ces organisations multilatérales qui est tout à fait ouvert. J'ajoute qu'une dimension du multilatéralisme à laquelle nous avons beaucoup pensé dans les années 90 et sur laquelle nous avons beaucoup misé, c'était le multilatéralisme régional, que ces multilatéralismes régionaux ont, pour être court, puisque je suis obligé d'être court, globalement échoué, sauf en Europe. Je ne vais pas parler d'Europe devant le président Bourlange, mais sauf en Europe, où la question, non pas de l'échec se pose, mais la question des difficultés de la structuration régionale se pose. On est donc en phase d'une multiplication de coopérations multilatérales, sans référence centrale, et au moment où se développe une contestation fondamentale de ce que nous appelons le droit international, qui est un droit supérieur à celui que déterminent entre les États. Et il y a une conception extrêmement intéressante à cet égard, qui est la conception russe, parce que ce sont eux qui, à l'heure actuelle, ont la plus grande arrogance pour l'affirmer, et qui consiste à rappeler que les accords de droit internationaux sont exclusivement les rapports conclus entre les souverainetés des États pour l'objet strict qui est négocié entre ces États, et qu'il n'y a absolument aucune catégorie supérieure à la souveraineté des États négociés. Ça vous paraît évident quand on le dit comme ça, parce que c'est une analyse juridique incontestable, mais politiquement et stratégiquement, c'est une vision évidemment tout à fait préoccupante pour nous. On se retrouve donc face à un monde qui n'est pas sans coopération, mais qui est de plus en plus anarchique, c'est-à-dire sans principe central de gouvernement. Dans ce monde, les menaces à la paix, multiples bien entendu, ne peuvent être régulées que par des négociations partielles
par des rapports de force relatifs ou par le haut du système, c'est-à-dire le nucléaire. Des négociations partielles, pas globales, des rapports de force relatifs, parce que la domination par la force est toujours un mode de régulation, hélas, ou par le nucléaire. Alors, j'en arrive à ma conclusion. C'est le plus simple pour un expert avec un petit h. Ça consiste à serrer les solutions et à laisser les politiques les mettre en œuvre. Pour le long terme, bien entendu, il est facile de dire qu'il va falloir tout reconstruire parce que une très grande partie de ce que nous avions vécu depuis le début des années 90 a été mis à bas. Sur le court terme, je voudrais dire que pour moi, il y a 4 demandes urgentes. D'abord, face aux crises, on a parlé tout à l'heure de l'Ukraine, de Gaza, etc. Face aux crises que nous allons être obligés de faire dans le court terme et le moyen terme, c'est essayer de trouver le moyen d'articuler les accords régionaux avec les garanties globales. Autrement dit, essayer d'articuler de manière nouvelle les accords bricolés, si je puis dire, ou mis sur pied par des acteurs régionaux, c'est-à-dire qui sont particulièrement intéressés au problème, avec une garantie globale qui, aujourd'hui, ne peut être que celle de ce pauvre Conseil de sécurité. Je dis pauvre Conseil de sécurité parce qu'il est bloqué, mais on peut imaginer qu'il soit d'une manière ou d'une autre débloqué. Deuxièmement, évidemment, il faut essayer de construire et de maintenir un consensus minimal sur les grands problèmes transversaux, les problèmes transversaux majeurs. Je pense que Justin en parlera bien mieux que moi, dont vous savez qu'ils sont les problèmes de migration, les problèmes de santé, les problèmes de climat et, à très court terme, les problèmes d'alimentation. Troisièmement, bien entendu, pour cela, je pense qu'il faut essayer de privilégier les ordres régionaux. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça avait échoué. Je trouve que c'est dommage et qu'il faut essayer de consolider ces ordres régionaux. Et nous avons un travail prioritaire qui est de le reconstruire ou de le consolider en Europe, ce qui veut dire, d'une part, consolider l'Union européenne devant un avenir qui est pour le moins incertain et s'entendre sur une consolidation générale du continent, car l'Europe, ça n'est pas l'Union européenne. Enfin, une dernière remarque. Pour moi, il y a une urgence qui n'est pas réputée telle dans les gazettes, si je puis dire, mais qui pour moi est absolument brûlante, c'est celle de la négociation sur les armements. Je sais bien que ça n'est pas à la mode depuis que l'ensemble des négociations sur les armements a été démonté par les deux camps, mais en large partie à l'initiative du camp occidental depuis le début du XXIe siècle. Nous sommes face à des quantités d'armements en circulation absolument considérables. Nous sommes face à des accélérations du réarmement que les négativistes voient comme une course aux armements, que les autres voient comme un réarmement légitime, mais qui, en tout état de cause, concerne des quantités absolument remarquables. Les armes finissent toujours par servir, non pas forcément à ce pourquoi elles sont destinées, mais dans les mains qui les ignoraient initialement. Et enfin, il y a un problème, évidemment, qui est devant nous, qui est le problème de la prolifération nucléaire. Les exemples de l'Irak et les exemples de l'Ukraine ou l'exemple d'Israël sont aujourd'hui de formidables encouragements à la prolifération. La Corée du Nord et l'Iran l'ont compris bien avant nous. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, et uniquement dans un esprit d'ouverture du débat. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir parfaitement campé ce paysage qui est assez préoccupant, reconnaissons-le. Justin Weiss, c'est à vous d'apporter votre contribution initiale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre invitation. Mesdames et messieurs les députés, je suis très honoré de venir ici. Je voudrais peut-être faire un petit mot d'introduction sur le forum que vous connaissez, mais oui, dont certains d'entre vous sont peut-être moins familiers. Le forum a été créé en 2018 avec deux idées. La première, c'était d'apporter une réponse un peu nouvelle
disons, à la dégradation du multilatéralisme et de son efficacité dans le monde, en essayant de chercher de nouvelles solutions, des solutions multi-acteurs, des coalitions d'action sur tel ou tel sujet, etc. Et puis, la deuxième inspiration, c'était de créer pour la France un nouvel outil d'influence et de rayonnement qui lui permette de rassembler chaque année à Paris, donc, tous les acteurs de la vie internationale, les États, mais aussi le secteur privé, les ONG, les fondations, les banques de développement, enfin bref, tous ceux qui font la société internationale. Et si Dominique David a très bien campé la situation, disons, à la fois géopolitique globale et sécuritaire, je vais peut-être prendre un pas de recul et m'intéresser justement au-delà des guerres d'Ukraine, de Gaza et de la situation actuelle sur laquelle je suis sûr qu'on reviendra, peut-être envisager la paix et la sécurité de façon un peu plus large. Si on prend en effet ce pas de recul, on voit que les menaces globales, existentielles, ont tendance à augmenter. Au XXe siècle, c'est la première fois qu'on a découvert que l'espèce humaine était mortelle avec le risque nucléaire à partir des années 50-60. Et c'est la seule mobilisation planétaire qu'on ait eue. Au XXIe siècle, on en a une deuxième, qui est le réchauffement climatique, avec l'idée que, en effet, un réchauffement climatique non maîtrisé peut aussi conduire à des catastrophes globales. Certains citent l'effondrement de la biodiversité et la 6e extinction des espèces comme l'un des risques globaux, même si d'autres le considèrent comme un risque moins important. Et bien sûr, il y a bien d'autres menaces qui ne sont pas, pour le coup, existentielles pour la vie humaine, disons, mais qui réclament beaucoup de gouvernance globale et en fait de plus en plus tous ces problèmes qui dépassent les frontières, par exemple le risque d'une nouvelle pandémie qui objectivement nous pend au nez. Il y aura dans 2 mois la conclusion du traité sur la prévention des pandémies. Il ne s'annonce pas très bien et on ne pense pas qu'il y aura de grandes avancées là-dessus, et donc on n'est pas tellement plus préparé qu'en 2020 à faire face à un nouveau virus. On peut citer, je ne sais pas, le déficit de production agricole en Afrique, la multiplication des réfugiés climatiques, l'absence de régulation du trafic spatial, etc., etc. Et donc, on a d'un côté une multiplication des problèmes qui dépassent les frontières, des problèmes globaux, et de l'autre, en fait, et c'est là sans doute mon propos principal, un déficit de plus en plus grand de capacité à gérer, de capacité de gouvernance globale pour gérer ces problèmes-là, qui soient existentiels ou qui soient plus modestes en taille. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de capacité à gérer ces problèmes-là? Pour 3 ou 4 raisons. D'abord, la principale et la plus inquiétante, c'est que c'est celle que Dominique David a décrite, c'est-à-dire le fait que la situation géopolitique se dégrade et que la géopolitique est l'ennemi de la gouvernance globale. C'est-à-dire, en effet, le risque, c'est pas qu'on ait une guerre qui vienne sur le territoire français, même si on peut en discuter. Le risque, c'est que les tensions accrues nous empêchent de régler en commun les problèmes qui, eux, peuvent nous tuer. La pandémie, c'est entre 5 et 20 millions de morts quand même. C'est pas la pandémie de Covid, c'est quand même pas rien, et plutôt 20 d'après les estimations de l'OMS. Les autres dangers de ce type-là peuvent aussi avoir des effets terribles s'ils ne sont pas régulés. Or, la géopolitique empêche cette gouvernance globale parce que non seulement, Dominique David l'a dit, l'ONU fonctionne moins bien, elle est le théâtre de rivalité de puissance qui s'exprime, et en particulier de la rivalité entre Chine et États-Unis, mais en plus, les outils d'interdépendance qui pourraient servir à gérer, ou à répondre à ces défis-là sont utilisés, sont instrumentalisés, sont arsenalisés, on pourrait presque dire, par les États. Les flux de réfugiés, les flux de données, les flux de commerce sont utilisés par les États, non pas comme des armes de la paix, c'est plus le doux commerce, c'est les sanctions commerciales. Les flux de réfugiés, on a vu comment Vladimir Poutine ou Erdogan les utilisaient pour faire pression géopolitique. Les outils qui peuvent nous permettre de faire la transition verte sont aussi en jeu de puissance et utilisés. Et donc le contexte qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire celui du passage d'un monde essentiellement
grosso modo unipolaire des années 90-2000 vers un monde multipolaire. On n'est en fait ni dans l'un ni dans l'autre, on est dans une sorte d'entre-deux, mais c'est le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire la diffusion de la puissance dans le système qui encourage les affirmations de puissance, les rivalités, les méfiances, et donc une capacité, encore une fois, des 200 pays, plus ou moins, qui composent la planète, de gérer ensemble ces dangers-là. On pourra revenir peut-être sur le cas particulier des États-Unis, parce que acteur principal de disons de la régulation de cet ordre-là, ils sont évidemment les plus, voilà, ceux vers lesquels disons les projecteurs doivent être le plus braqués pour comprendre quelle a été leur position. Et en particulier, je rentre un instant dans ce sillon-là, le fait que, au fond, le marché qui existait à partir de la Seconde Guerre mondiale entre les classes moyennes américaines d'un côté et le rôle impérial des États-Unis, c'est-à-dire ce rôle de première puissance et de garante du système international, a peu à peu, ce marché-là, ce deal en quelque sorte, s'est peu à peu délité. L'idée, c'était dépenses en termes de trésors, en termes de soldats, en termes de budget militaire, contre une hausse croissante du niveau de vie économique, de l'ouverture des marchés, etc. Et ce qu'ont dit les électeurs de Trump en 2016, mais on voyait que le feu couvait jusque-là, c'était que les États-Unis continuaient à assumer les dépenses du maintien de l'ordre mondial sans que les retours en soient assurés. Autrement dit, l'impression était que cette classe moyenne américaine faisait des efforts pour rendre le monde plus sûr pour la Chine, pour l'Arabie saoudite et pour les autres, alors qu'elle-même voyait ses conditions de vie, en particulier en termes d'emploi, en termes d'espérance de vie, etc., diminuer. Et ce mouvement d'isolationnisme, parce qu'il faut l'appeler comme ça, qui a en partie porté Trump au pouvoir en 2016 et qui pourrait le refaire en 2024, vient de ce que ce rôle-là n'est plus accepté par les classes moyennes américaines. C'est à la fois le reflet de l'évolution du système, Dominique David le disait. Le monde américain a favorisé la montée en puissance d'autres puissances, et d'ailleurs c'est sa grandeur en quelque sorte, d'avoir créé les conditions propres à cet épanouissement, on pourrait dire, de la Chine, des grands émergents, etc., en particulier pendant la décennie 2000, mais il a donc généré ses propres, disons, anticorps en favorisant la montée en puissance des autres. Bref, ce qui s'est noué autour de ça a créé un monde plus fragmenté, un monde avec moins d'ordre, qui permet moins de gérer les problèmes globaux. Deuxième facteur, si le fossé donc géopolitique et notamment Est-Ouest et en particulier entre Chine et États-Unis s'accroît, le fossé Nord-Sud s'accroît aussi. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup au Forum, puisque le Forum est une association, loi 1901, qui est régulée par ou qui est dirigée par ses membres, lesquels viennent à parité du Nord et du Sud. Ce fossé s'est considérablement accru au cours des 5 ou 6 dernières années, en fait. D'abord, à cause du Covid et de ses répercussions sur la santé, sur l'économie de ces pays-là. Ensuite, à cause de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur la sécurité alimentaire, sur l'énergie, et en particulier, troisième facteur, à cause de l'inflation et du resserrement de la politique monétaire. Et ça, si on se place du point de vue du Sud, ça a été quelque chose de terrible. En fait, placez-vous à la place, je ne sais pas, de l'Équateur, du Népal ou de la Sierra Leone, vous avez vu en quelques années, entre 2020 et 2024, l'Occident dépenser à peu près 18 000 milliards de dollars de quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire de soutien massif aux économies pour éviter qu'elles ne s'effondrent, ce que eux évidemment n'avaient pas les moyens de faire, dépenser des centaines de milliards, enfin entre 100 et 300 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, ce qui n'a jamais été fait pour les pays du Sud global et qui a eu un effet d'éviction sur l'aide au développement pour ces pays-là. Et puis,
par-dessus le marché, un Occident qui est allé un peu partout, notamment en Afrique et ailleurs, pour trouver le gaz qui, à partir de 2022, lui faisait défaut, tout en faisant des lectures sur l'importance de lutter contre le changement climatique et d'éviter de se reposer sur des énergies carbonées. Bref, ce fossé nord-sud qui est nourri de ces rancœurs là et de ces faits assez avérés rend aussi cette gouvernance globale plus difficile, la lutte contre le changement climatique plus difficile. C'est un des points d'opposition entre Nord et Sud. Et c'est vrai que le Sud global n'existe pas sinon négativement et qu'il y a beaucoup de Sud. Mais tout ça résulte dans un système institutionnel, et en particulier celui de l'ONU, qui est largement bloqué. Alors pas complètement bloqué, il y a quelques bonnes nouvelles. Le traité sur la haute mer, par exemple, ou le protocole de Kunming sur la biodiversité, Kunming-Montréal sur la diversité de décembre 2022. Donc le système fonctionne encore de façon parcellaire. Le système des COP produit encore quelques effets, le système donc de la CNUC, c'est-à-dire le système de l'ONU pour le changement climatique. Mais on voit bien que les rivalités de puissance empêchent largement l'ONU de remplir son rôle. L'ONU qui n'en peut mais, c'est-à-dire que l'ONU, c'est ce que les États en font, et quand les États décident soit de bloquer, soit de contourner, soit d'ignorer, disons, les règles collectives, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Et donc le danger de demain pour la paix et la sécurité, ce sont ces menaces globales-là qui arrivent. Un dernier mot sur le facteur clé, il me semble, de désordre ou disons de déstabilisation, qui est le progrès technologique. On a vu une accélération formidable du progrès technologique au cours des dernières années, et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer parce que l'intelligence artificielle appliquée aux différents domaines de progrès technologique vont servir de booster, en quelque sorte, de ces progrès. On l'a déjà vu dans la recherche de médicaments et de vaccins, on l'a déjà vu dans la recherche de certains alliages, certains minerais, etc. Je prendrai simplement 2 exemples ou 3 exemples rapides. Le séquençage génomique qui coûtait 50 ou 100 millions de dollars il y a 20 ans ou 22 ans est tombé à peu près 200 dollars maintenant, et permet des avancées en termes à la fois médicales et en termes de progrès des semences et agricoles qui sont considérables, puisqu'on peut entièrement décoder le génome d'une plante ou d'un humain pour un coût très modéré. Autre exemple, l'industrie spatiale, qui coûtait extrêmement cher il y a 10 ans. On était à peu près à 15 000 dollars par kilo emporté en orbite. On est maintenant, enfin, une des ambitions d'Elon Musk, c'est d'arriver à 10 dollars le kilo emporté en orbite. Autrement dit, des capacités d'utilisation de l'espace décuplées. L'IA, évidemment, l'informatique quantique, etc. Et la raison pour laquelle je mentionne ces exemples-là, c'est parce que ce progrès technologique, à la fois apporte quelques réponses aux problèmes qu'on pense au changement climatique, par exemple, mais est aussi un motif de déstabilisation et, encore une fois, un motif de rivalité géopolitique qui menace notre capacité commune à gérer les problèmes de ce monde. Je m'arrêterai là en soulignant qu'on a donc un double risque qui est créé par cette conflictualité augmentée. D'abord le risque de guerre directe et de conflictualité directe, et ensuite, évidemment, et je le dis une dernière fois, le risque qu'on ne puisse plus gérer en commun ces problèmes-là, et que ce soit ces problèmes-là qui aient raison de nous plutôt que la guerre elle-même. Écoutez, je vous remercie. C'était extrêmement clair, ces 2 exposés qui présentaient en fait comme un mouvement parallèle, à la fois contradictoire et jumeau, le développement d'enjeux de plus en plus planétaires et le développement d'une multilatéralité de plus en plus difficile. Ça, je crois que nous l'avons très bien, vous l'avez très bien expliqué, nous l'avons très bien compris. Il y a une incertitude qui règne à l'issue de ces deux exposés. Pour nous, je pense que nos collègues pensent la même chose, c'est qu'on se demande si la difficulté de la multilatéralité est une cause ou une conséquence
de la situation? Est-ce que c'est parce que les enjeux planétaires sont de plus en plus présents qu'on est de moins en moins solidaire pour les exercer, ou est-ce que c'est l'inverse, et c'est le foisonnement, le cloisonnement de nos sociétés pour d'autres raisons qui provoquent, de nos États, qui provoquent effectivement cette difficulté à les résoudre. Il y a quand même dans M. Weiss, cher Justin, dans ce que vous avez dit, notamment dans vos derniers développements, quelque chose qui est assez préoccupant, c'est qu'en réalité, on a l'impression qu'on a eu un monde bipolaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la liquidation de l'Empire soviétique. On a eu un monde unipolaire dans les 10 années qui ont suivi, qui a été rompu en fait plus ou moins autour des Twin Towers, etc. Et on est dans un monde multipolaire. Et on a l'impression que ce qui rend ce monde multipolaire de moins en moins gérable, c'est paradoxalement la diffusion de la richesse et de la puissance qui rend effectivement, qui prive le monde de sa seule forme d'organisation pacifique, qui est une organisation impériale. Et ça, c'est évidemment pour des gens comme nous quelque chose de très préoccupant. Alors je vais arrêter là parce que je pourrais continuer longtemps, mais je crois qu'à ce moment-là, ça n'irait pas du tout. Et donc les groupes vont s'exprimer. Et pour Renaissance, ce sera d'abord M. Vuibert. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les intervenants, au nom de notre groupe, je tiens à vous remercier pour la clarté de vos propos et pour vos exposés éclairants sur le thème d'une pertinence indéniable. La question de la stabilité dans le monde reste au cœur des préoccupations alors que nous sommes confrontés à des défis complexes et diversifiés. De l'Ukraine à la mer Rouge, en passant par le Sahel, le Proche-Orient ou encore l'Indo-Pacifique. La chute du bloc soviétique il y a 3 décennies avait signifié pour certains, comme Francis Fukuyama, la fin de l'histoire et la victoire idéologique de la démocratie et du libéralisme. Cependant, une décennie plus tard, la tragédie du 11 septembre est venue brutalement remettre en cause cette lecture des relations internationales. Elle a mis en lumière les menaces transnationales et asymétriques qui défient les fondements mêmes de la stabilité mondiale. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis qui mettent en péril la paix et la sécurité internationale. La montée des nationalismes et des populismes, les conflits régionaux persistants, les crises environnementales et alimentaires, ainsi que les menaces émergentes telles que le terrorisme, les cyberattaques et les trafics d'armes ou de drogue constituent autant de dangers pour la stabilité dans le monde. Dans ce contexte, il est impératif que la communauté internationale redouble d'efforts pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité. La France, en tant qu'acteur engagé sur la scène mondiale et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, reconnaît l'urgence de répondre à ces défis avec détermination et cohérence. Notre pays soutient fermement l'initiative visant à renforcer l'autorité du système de sécurité collective, en élargissant notamment le Conseil de sécurité de l'ONU à de nouveaux membres représentatifs. De même, elle appuie les efforts pour suspendre le veto en cas d'atrocité de masse, afin de garantir une réponse efficace face aux crises humanitaires. En parallèle, la France promeut une approche globale du maintien de la paix, en intégrant notamment le processus politique dynamique et en renforçant le rôle des partenaires régionaux et croit fermement à la promotion du désarmement nucléaire et en la sécurisation du cyberespace, 2 domaines essentiels pour garantir la stabilité à long terme. Aussi, je souhaitais vous interroger sur les principaux obstacles à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour le rendre plus représentatif et efficace, et les pistes de solutions que vous proposez pour surmonter ces obstacles, ainsi que sur le rôle de la France et le rôle que la France pourrait jouer pour encourager d'autres États à la rejoindre. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député des Ardennes. C'est parfait d'avoir tenu dans les 2 minutes 28. Je rappelle que je frappe à 15 pour simplement vous signaler que l'heure est proche. Est-ce que, monsieur David, vous voulez répondre à monsieur vous faites l'un ou l'autre. En général, c'est une longue, une brève, si vous voulez, ou un seul, s'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, deux brèves, si vous permettez, parce que j'ai noté deux problèmes parmi tous ceux que vous avez soulevés, monsieur le député. L'élargissement du Conseil de sécurité et le désarmement nucléaire. Écoutez,
Pour être entièrement franc et très court, l'élargissement du Conseil de sécurité est un beau programme. Ça n'a jamais été concrétisé jusqu'à présent et j'allais dire c'est pas le moment. Enfin, c'est pas le moment. C'est le moment de dire qu'on est pour, évidemment, parce que la recomposition de la puissance oblige à penser à ça. Mais les rapports politiques à l'heure actuelle font que je ne vois vraiment pas comment ça pourrait revenir on the forefront, comme on dit en bon français, des problèmes. Mais il faut militer pour, parce que, évidemment, la représentativité du Conseil de sécurité est une condition de sa recrédibilisation, bien entendu. Deuxièmement, vous avez employé le terme de désarmement nucléaire. J'ai dit tout à l'heure dans ma présentation que les négociations sur les armements étaient pour moi une urgence. Bon, la négociation sur les armements nucléaires est absolument capitale pour moi, bien entendu, comme sur les autres armements, parce que les armements dont on sert, ce n'est pas les armements nucléaires, naturellement. Les négociations sur les armements nucléaires sont absolument... j'emploierais avec beaucoup de prudence le terme de désarmement nucléaire, parce que vous savez qu'il est manié par ceux qui sont en faveur d'un désarmement nucléaire total, ce que personnellement je crois être une solution, pour être aimable, peu réaliste. Ah mais c'est tout à fait louable. Merci infiniment. Vous souhaitez... bon, parfait. Maintenant, pour le Rassemblement national, c'est Madame la députée de la Haute-Marne, Madame Robert de Haut, qui va s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, tout d'abord, je vous remercie pour votre exposé très clair. 2 ans après l'agression de l'Ukraine par la Russie, le temps long de cette guerre a démontré les fragilités de l'armée russe et la résilience sans faille du peuple ukrainien. Mais il éprouve également la patience des peuples occidentaux devant le coût de cette guerre. À mesure que la guerre s'enlise, les discours se tendent et se radicalisent, à l'image des propos tenus par Emmanuel Macron à l'issue de la conférence internationale de soutien à l'Ukraine, évoquant la possibilité d'envoi de troupes françaises. Cette affirmation, prise sans consensus ni concertation avec nos alliés, a dévoilé au grand jour les dissensions existantes entre les membres de l'OTAN. Le chancelier allemand s'est empressé de le désavouer publiquement au nom de l'Union européenne. La Maison-Blanche a fait de même. Et un responsable de l'OTAN d'ajouter qu'il, ouvrez les guillemets, il n'y a aucun projet de troupes de combat de l'OTAN sur le terrain en Ukraine. Monsieur Weiss, vous étiez proche conseiller d'Emmanuel Macron et vous êtes également à l'origine de la création du Forum de Paris sur la paix, fondé avec l'appui et le soutien du président. Le 3 mars dernier, lors de l'émission En Société, vous avez affiché une certaine approbation aux propos ambigus d'Emmanuel Macron. S'agissait-il de saluer le fond du discours qui n'excluait pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine? À ce titre, vous avez par ailleurs indiqué que ce soutien était nécessaire car, j'ouvre les guillemets, si Poutine n'est pas arrêté là, il continuera à avancer. Cela paraît évident. Fermez les guillemets. Sur ce point, pourriez-vous nous partager les éléments qui vous amènent à cette conclusion? Ou alors entendiez-vous valoriser la posture présidentielle de chef de la diplomatie et de la stratégie militaire? Mais dans ce cas, quel est l'avantage à exposer sans aucune concertation préalable la désunion de la France et de ses alliés? Je vous remercie. Merci, madame. Je crois que nous ne sommes pas là pour faire des procès d'intention à nos invités. Votre question est très pertinente et sur le fond, et M. Weiss y répondra, mais arrêtez de lui prêter des intentions que nous n'avons pas du tout lieu d'envisager ici. Monsieur Weiss. C'est gentil. Merci, madame la députée, pour votre question. Je pense que ce à quoi on assiste, c'est le va-et-vient, et pardon de citer... les propos que j'ai probablement déjà tenus dans Société, mais voilà, je ne change pas d'avis au bout de quelques semaines. C'est-à-dire pas changer d'avis. c'est-à-dire une situation de guerre fluctuante ou à une offensive russe qui a échoué assez rapidement, en réalité, en quelque sorte, a suivi un moment de stagnation du front, puis une contre-offensive ukrainienne qui a eu quelques effets, mais qui s'est arrêtée, puis
à présent un moment d'ascendant, disons, russe. Ça n'est pas sans rappeler des guerres qu'on a connues chez nous il y a un siècle, Première Guerre mondiale, où le front fluctuait et où, disons, la dialectique de l'épée et du bouclier faisait que parfois les Allemands progressaient, parfois les Français progressaient, selon les facteurs qui pouvaient arriver, comme par exemple de nouveaux armements ou le soutien d'alliés. Je pense à l'arrivée des États-Unis, par exemple, dans la guerre. C'est un peu la même chose qui est en train de se passer, et la façon dont j'ai analysé les propos du président est toute simple. C'est qu'il faut envoyer des signaux de détermination à un moment où le narratif russe consiste à dire de toute façon, à la fin, c'est nous qui gagnons, l'Ukraine est en train de perdre et ce rouleau compresseur est instoppable, et qu'il fallait remonter à minima rhétoriquement et idéalement dans les faits politiques et matériels la réponse occidentale, pour le coup, et européenne en particulier, au moment où, depuis le 1er janvier, il n'y a plus d'aide américaine du tout, ni militaire, ni financière, et que donc c'est l'heure de l'Europe, et qu'il fallait donc rehausser cette... disons, ce match rhétorique et faire pièce à Poutine pour montrer que la détermination de l'Europe était grande. Je crois que la situation dans laquelle on est maintenant est différente de celle d'il y a un mois, parce que précisément on a eu l'impression que l'Europe, après la levée du veto imposé par Viktor Orban, enfin, disons, s'est ressaisie, que les propos du président ont donné à ce moment de ressaisissement un caractère plus concret et plus déterminé, et que donc ça a permis d'équilibrer, ou disons de cesser l'espèce de descente vers le défaitisme et le pessimisme, qui, encore une fois, au bout du compte, je pense, ne peut conduire qu'à une perte stratégique nette pour l'Europe, parce que si en effet la Russie progresse, je ne dis pas qu'il y a un risque de guerre avec les pays de l'OTAN, avec la Pologne, encore moins avec la France, mais que si la Russie progresse, c'est nous qui allons perdre. Nous allons perdre économiquement, nous allons perdre stratégiquement, on aura moins de marge de manœuvre, et au final l'Europe sera diminuée et la France sera diminuée. C'est pour ça que j'ai trouvé en effet que, disons, rehausser la mise sur ce conflit a été quelque chose de positif, et je le maintiens. Je vous remercie. C'est une mise au point extrêmement claire. Maintenant, pour la France insoumise, c'est monsieur le député du Val d'Oise, monsieur Bilongo, qui, je crois, prend la parole. Carlos, bien que vous tourniez le dos à la foule. Non, vous avez... Allez-y, Carlos. Merci, Monsieur le Président, messieurs, chers collègues. Trop longtemps, les idées de paix et d'unité humaine n'ont été qu'une haute illusion, qui éclairait ironiquement les tueries continuées. Quoi donc? La paix nous fuira-t-elle toujours? Non, non. Et malgré les conseils de prudence que nous donnent ces grandioses déceptions, j'ose dire que maintenant la grande paix humaine est possible si nous voulons et si elle est prochaine. Cet extrait du discours de Jean Jaurès prononcé le 31 juillet 1903 témoigne de son combat pour la paix et devrait nous amener à marcher sous ses pas. La France se doit de porter la voix de la paix. Or, la guerre, cette tragédie sanglante qui déchire les peuples et brise les vies, n'est pas seulement le résultat de querelles entre nations, elle est entretenue par le commerce cynique des armes. La dernière étude sur le marché mondial de l'armement du Stockholm International Peace Research Institute vient de révéler que la France est devenue, pour la première fois, le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde. La vente d'armes, on le sait, renforce les conflits en ce qu'elle fournit aux partis en guerre les moyens de poursuivre leur action militaire, et les producteurs d'armes ont intérêt à prolonger les conflits pour garantir la continuité d'un marché pour leurs produits. Voilà la réalité. C'est que le vendeur d'armes n'a pas d'intérêt à ce que règne la paix dans le monde. La paix, c'est le cauchemar du marchand d'armes. Et la guerre, c'est le symptôme d'un système capitaliste sans bornes. On l'aura bien compris, la France défend ses intérêts économiques avant tout. Toutefois, si la France a signé des contrats de vente d'armes avec différents pays, qu'elle se doit de respecter, je rappelle qu'elle a également signé le traité sur le commerce d'armes qui interdit l'exportation d'armes vers les pays ou des zones de conflit où les droits humains sont bafoués. Le président Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Joe Biden espère aussi un cessez-le-feu et sanctionne les colons en Cisjordanie. Et pourtant, la France et les États-Unis continuent de livrer des armes à Israël qui massacre des civils. Le Canada a cessé ses livraisons d'armes ce mardi soir. Il y a plus de 30 000 morts avec une majorité de personnes vulnérables, des femmes et des enfants.
Dès lors, comment la France peut-elle s'imaginer porter la voix de la paix lorsqu'elle maintient ses contrats de vente d'armes à des gouvernements qui ne respectent pas le droit international humanitaire? Et M. Weiss, j'aimerais savoir comment s'articule le Forum de Paris pour la paix et comment les parlementaires peuvent y contribuer. Je vous remercie. Oui, je vous remercie, monsieur le député. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, nos invités ne sont pas là pour défendre ou pour attaquer la politique de la France, ce qui n'empêche pas que la question soit très pertinente de notre collègue. En revanche, donc, je pense qu'on ne peut pas leur demander de rendre des comptes de ce que fait ou de ce que ne fait pas la République française. En revanche, je crois effectivement que une réflexion sur Ma réflexion, c'est plus sur oui, je sais, l'aspect des armes. C'est bien le second aspect de votre question sur lequel, je crois, nos invités pourraient se concentrer. Comment préciser, apprécier les enjeux de la paix et de la guerre à la lumière de ce développement assez systématique des exportations d'armes. Je pense qu'il y a là une réflexion sur le fond qui mérite d'être abordée. Oui, Monsieur David, deux remarques très techniques. D'abord, monsieur le député, vous avez à juste titre souligné qu'il existait des accords auxquels la France était partie, en particulier dans le cadre de l'Union européenne, que nous devons de respecter pour les exportations d'armes classiques en particulier. Deuxièmement, vous avez souligné que la France poursuivait des intérêts économiques en exportant des armes. Oui, comme tous les exportateurs d'armes, mais je voudrais souligner aussi qu'elle poursuit des intérêts stratégiques. Ne prenez pas ma remarque pour une affirmation de cynisme, mais pour équiper l'armée française et les armées françaises, et pour les équiper de manière indépendante ou autonome, nous sommes obligés de recourir, bien entendu, aux exportations d'armement parce que le marché intérieur français n'est pas le marché intérieur américain, le marché intérieur des armes. Excusez-moi d'utiliser cette vilaine expression. Donc, les exportations d'armement, que je ne légitime absolument pas, ça n'est pas mon rôle ici, les exportations d'armement sont une partie de notre politique économique, naturellement, mais ce sont aussi, et constituent aussi une partie de notre démarche stratégique. Enfin, dernière remarque, j'ai dans mon intervention liminaire souligné quelle était pour moi l'importance de la démarche de régulation des exportations d'armements du haut en bas de l'échelle, et je répète ceci, c'est absolument capital, en particulier dans les situations actuelles où les quantités d'armements en circulation me semblent tout à fait déraisonnables. Merci, Monsieur Weiss. Peut-être deux remarques rapides. La question est très légitime. Et en fait, il y a une ambiguïté, c'est-à-dire, voilà, il y a deux versions. Soit c'est les marchands de canons qui font la guerre, soit quand on est dans la Seconde Guerre mondiale ou ailleurs, évidemment, ou quand on est l'Ukraine, on n'a qu'une attente, c'est que les marchands de canons produisent plus de canons pour pouvoir se défendre. Et donc, on est toujours dans cette ambiguïté-là. Et en temps de paix en particulier, on peut être critique, mais je remarque que l'image des industries d'armement a changé depuis que la menace s'accroît. Et donc, on est dans cette ambiguïté pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. On ne peut pas dire qu'assécher complètement ou cesser d'exporter permettrait d'avoir un monde plus pacifique. Et donc là, je laisse à chacun cette réflexion-là. Peut-être sur ce qu'a dit Dominique David aussi, au fond, le dilemme, c'est que soit on dépend de ses fournisseurs, soit on dépend de ses clients. Et la France a fait le choix de ne pas dépendre de ses fournisseurs et donc d'avoir une armée aussi autonome que possible, et c'est ce que vise l'Europe, c'est-à-dire d'être en situation d'autonomie stratégique, mais compte tenu de l'étroitesse de son marché, Dominique David l'a dit, elle dépend forcément un peu de ses clients, et donc on voit que la contrainte extérieure là, de ce fait-là est très importante. Un dernier point sur le forum, on a eu pas mal de délégations, enfin pas suffisamment, mais pas mal de délégations de parlementaires. Certains d'entre vous sont intervenus au forum, ont pu modérer, par exemple, quand on avait fait un travail sur la négociation intervénézuélienne de paix il y a 1 an et demi. Madame la députée Carrois était intervenue et avait aidé avec ça. Et notre idée pour la suite, c'est en effet d'essayer d'accroître cette présence
présence des députés, député Bencher, qui est par ailleurs un ancien collègue du Quai d'Orsay, a pu également intervenir, ainsi que d'autres. C'est une composante utile de ce travail multi-acteurs qu'on fait, c'est-à-dire en rassemblant à la fois des exécutifs, disons, des États et des gouvernements, la société civile, le secteur privé, et évidemment les représentations nationales sont utiles et on souhaite accroître leur présence au forum. Non, dans son entièreté. Je citer d'autres exemples que ceux de la majorité. Non, je crois que oui. Je crois que la réponse avait été formulée préalablement. Oui. Oui. Bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, la parole est pour les Républicains. C'est Monsieur le député du Pas-de-Calais, Monsieur Dumont, qui va, je crois, porter la parole. Il faut éteindre le micro. Oui. Pardon. Allez-y, Pierre-Henri. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos deux intervenants. Je voudrais revenir sur la question de la fin du multilatéralisme qui était globalement traversante dans vos interventions. Et derrière, ce que ça veut dire, c'est la fin des instances globales de gouvernance mondiale auxquelles on était habitué depuis en particulier la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur cette fin du multilatéralisme, il y a deux sujets qui sont en réalité la fin, vous l'avez évoqué d'ailleurs, la fin du bloc unipolaire qui était celui des États-Unis, évidemment avec le premier coup de 2001, mais également après avec un retrait aussi interne progressif des États-Unis, parce que c'était la volonté des dirigeants américains en parallèle avec la montée de puissances autres, en particulier sur la guerre qui est menée avec la Chine, que ce soit une guerre économique, commerciale, voire de puissance et d'influence, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Et d'autre part, l'explosion des ambitions régionales de différents pays qui désirent acquérir au sein de leur sphère d'influence régionale une part de soleil. Et là-dessus, je voudrais savoir comment est-ce que on doit imaginer le futur des relations internationales. Est-ce qu'on doit s'habituer à un mode de gouvernance des relations internationales qui, en réalité, plus du tout comme on avait pu l'imaginer, et qui devient multilatéral, totalement éclaté, nucléarisé, ou est-ce qu'on peut réussir à avoir une nouvelle gestion un peu plus coordonnée entre pays, et si oui, sous quelle forme? Alors, on avait pu évoquer la question du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec peut-être une réforme du nombre de pays à l'intérieur, mais en fait, le problème, c'est le droit de veto. Aujourd'hui, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, le sujet, c'est pas simplement quels sont les membres permanents. Le blocage se situe, à mon sens, plutôt au niveau de l'utilisation du droit de veto et non pas de qui est représenté. Et je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourra passer outre cette question du veto. Et ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système futur où en fait on travaillerait avec des pôles régionaux d'influence, des instances multilatérales régionales, où les 2 ou 3 grands pays de chaque région se mettraient d'abord d'accord entre eux avant de porter quelque chose d'un peu plus global au niveau des Nations Unies, par exemple, puisque c'était l'exemple que vous aviez pu évoquer. Je vous remercie. Je signale, je pense que je signale que nous ne doutons de rien dans cette commission et que donc nous avons confié à 2 de nos collègues, M. Lecoq et Mme Wichewski, le soin de faire un rapport sur la réforme de l'ONU. Effectivement, donc toutes les questions qui sont posées vont certainement faire la matière d'un long travail et de la part de nos collègues. Et nous poursuivrons ça. Nous poserons d'ailleurs la question également à Jean-Marie Guéhenno, puisqu'il a été secrétaire général adjoint de cette organisation pour les interventions au service de la paix. Monsieur Weiss, voulez-vous répondre à Monsieur Dumont, Monsieur David, enfin comme vous voulez, l'un après l'autre ou... Oui, la question c'est est-ce qu'on peut avoir du multilatéralisme en situation de multipolarité croissante, ce qui serait évidemment le mode de gestion idéal à partir du moment où on a pu, ce que le président décrivait tout à l'heure comme un système
plus ou moins impérial ou disons pluriel, impérial sous couvert d'être pluriel. C'est cet article des années 90 qui parlait de l'unipolarité ou de la prétention du concert. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un concert, mais en effet, il y avait une domination d'une puissance qui permettait un fonctionnement du multilatéralisme bon. Et donc, alors, je pense qu'en effet, la question de la réforme notamment de l'usage du veto est importante. Je pense aussi que, bon, soyons pragmatiques, à partir du moment où il y a une puissance qui a ce droit de veto et qui décide de s'affranchir des règles qui sont censées l'allier et qui les violent, c'est-à-dire la Russie, il est difficile d'envisager quoi que ce soit. C'est un peu la même réponse, malheureusement, qu'on doit faire sur en ce moment les négociations de paix ou d'autres réformes d'instances multilatérales. Et donc, on peut imaginer des tas de solutions, et en particulier au-delà de l'usage du veto pour la participation d'autres pays, une meilleure représentativité. Mais il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où il y a la Russie, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et sur les pôles régionaux d'influence, je laisserai peut-être Dominique, puisqu'il en a un peu parlé tout à l'heure. Merci. Oui, tout d'abord, je ne souhaite pas qu'on parle de la fin du multilatéralisme. Pour moi, il n'y a pas de fin du multilatéralisme, il y a une explosion de multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il y a des multilatéralismes dans tous les coins. Il n'y a pas de fin du multilatéralisme. Il y a la fin du multilatéralisme tel que nous l'avions imaginé, c'est-à-dire un multilatéralisme éminent au-dessus des autres et que nous contrôlions. C'est ça qui existe. Bon, donc, dans une période au moins transitoire, ça va être l'anarchie, au sens pas forcément hyper conflictuel, ça va être l'anarchie au sens pas de logique centrale d'organisation, si je puis dire. Il va falloir négocier avec tous les multilatéralismes de tous les niveaux et de toutes les régions, si je puis dire, hein, puisque de toute façon, on les maîtrise pas. Alors, il y en a qui seront plus pesants que d'autres, il y en a qui seront plus organisés que d'autres, il y en a qui seront plus efficaces que d'autres, mais en gros, ça va être, créer un équilibre avec des ficelles tout à fait multiples. Bon, je suis d'accord avec vous pour revenir sur l'importance de ces structurations régionales. J'ai dit tout à l'heure qu'elles avaient largement échoué, j'allais dire en dehors de l'Europe. Enfin, en Europe, ça n'a pas été un succès total vu la situation actuelle. Enfin, quand même, on est plus avancé que les autres. Ailleurs, ça n'a pas été très, très successful, si je puis dire. Il faut, je pense, reprendre tout ça. Je miserais pas mal sur ces structurations régionales et sur l'aide à ces structurations. Et dernière remarque, dans cet état relativement anarchique, il va falloir réinjecter du global, il faut réinjecter de l'ONU. Alors, Justin a parlé des problèmes transversaux. Il va falloir réinjecter l'ONU dans les problèmes, pas transversaux, mais dans les problèmes de crise ouverte, par exemple. Et l'une des questions, ça va être comment réinjecter de l'ONU, par exemple, dans la résolution de la crise ukrainienne. Ça a l'air complètement surréaliste quand je le dis aujourd'hui. Réinjecter l'ONU dans la résolution de la crise gazaouite, une fois encore articulé avec des accords régionaux, parce que personne ne croit que c'est l'ONU qui va se parachuter sur la crise du Moyen-Orient pour tout résoudre. Mais il va falloir articuler les deux. Je suis désolé que cette vision soit un peu compliquée, mais c'est le monde qui est compliqué. Vous n'êtes pas responsable du désordre du monde à vous tout seul. Merci. Est-ce que M. Weiss, vous voulez dire avec votre permission, le Président, juste pour ajouter qu'il y a des formes de régulation et de coordination multiples. Et en fait, on peut le voir, il y a un axe, disons, horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal, c'est que, comme Dominique le disait, il y a des formes multiples de multilatéralisme et souvent, alors tout un jargon, mais de minilatéralisme, c'est-à-dire de coalitions d'États qui souhaitent travailler ensemble et d'autres. Et donc là, il y a des formats multiples au point de vue horizontal. Mais ce qui nous intéresse le plus, nous, au Forum de Paris sur la paix, c'est l'axe vertical, c'est-à-dire ce que parfois on appelait le polylatéralisme, c'est-à-dire la coordination qui se fait non pas simplement entre gouvernements, entre États, mais aussi avec d'autres types d'acteurs. Et donc, c'est les coalitions qu'on fait sur la cybersécurité ou les minéraux critiques ou l'espace ou d'autres. C'est une exploration, disons, de ce polylatéralisme, donc d'associer des gens non seulement de tous les pays et des gouvernements, mais aussi des acteurs divers. Et souvent, on a des résultats qui sont, enfin on espère en tout cas, qui sont meilleurs et qui permettent de contourner le blocage de l'ONU proprement dite. Merci.
Le président Lecoq était, vice-président Lecoq était dehors quand j'ai dit ça, donc je lui rappelle simplement que... Bon, très bien. Alors c'est parfait. Donc maintenant, votre co-rapporteur, si je puis dire, va avoir la parole, puisque pour le groupe démocrate, MoDem, c'est Madame Vichnievsky qui va s'exprimer. Madame la députée du Puy-de-Dôme, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos, pour vos analyses, même si elles sont très inquiétantes. Et, Monsieur le Président, vous avez fait allusion à l'intitulé du titre de notre mission, à Jean-Paul Lecoq et à moi-même. Oui, nous sommes assez présomptueux. Nous voulions être ambitieux, mais nous sommes assez présomptueux. Nous en reparlerons. Pour aujourd'hui, j'ai choisi de centrer mon propos sur la guerre en Ukraine, dont le président de la République vient de déclarer qu'elle est existentielle pour l'Europe et pour la France. Alors, si l'on considère l'invasion de la Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014 et suivie par celle de 4 régions de l'Est de l'Ukraine en 2022, nous craignons les visées et les ambitions expansionnistes territoriales du président russe. Et cet expansionnisme, il a d'ailleurs été soutenu par une diplomatie assez efficace si l'on considère les votes de l'ONU qui ont désolidarisé du bloc occidental un certain nombre de pays au motif qu'il se serait agi d'une dimension néocoloniale bien au-delà des alliés traditionnels de la Russie. Alors, face à cette offensive militaire et diplomatique, la France a d'abord cherché à renforcer sa coopération avec ses partenaires européens, mais cela ne paraît pas suffire et je pense en particulier au rôle que pourrait jouer le Kazakhstan, qui tient à se placer en puissance d'équilibre en Asie centrale et malgré les relations très étroites poursuivies depuis 1991 avec la Russie, ce pays a refusé de lui apporter son soutien dans la guerre contre l'Ukraine et ne reconnaît pas non plus les récentes annexions auxquelles je viens de faire allusion. Lors de sa visite au Kazakhstan l'an dernier, notre président de la République a invité le président Tokayev à être l'invité d'honneur du prochain Forum de la paix à Paris. Ma question est la suivante. Le Kazakhstan pourrait-il, demain, jouer un rôle de médiation dans la recherche d'une paix juste et durable en Ukraine qui respecte l'intégrité territoriale de ce pays? C'est un sujet, un débat que je souhaite ouvrir. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Alors, le Kazakhstan, c'est un pays qui a l'avantage d'être à la fois européen et asiatique, géographiquement. Est-ce que qui veut répondre à la question de Madame la députée du Puy-de-Dôme? Peut-être dire un mot. Le Kazakhstan est pas forcément le plus connu pour ses manœuvres diplomatiques et sa capacité diplomatique à gérer des situations complexes. En revanche, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent être faites, et en particulier autour du problème de l'eau, puisque c'est la semaine du 23 septembre de l'Assemblée générale des Nations Unies se tiendra le One Water Summit impulsé par la France avec, si j'ai bien compris, la coopération du Kazakhstan, pays où se posent pas mal de ces problèmes d'accès à l'eau. Et donc, il me semble que c'est plutôt dans ces problèmes-là, dans la résolution de ce type de problème, que le pays peut être utile. Maintenant, je n'ai pas d'opinion sur ce qu'il pourrait faire sur le reste. Il est certain que cette désolidarisée de la Russie est déjà un geste en soi utile et constructif. Je n'ai pas de lumière, Madame le député, spécifiquement sur le Kazakhstan. Ce que je sais, c'est que les pays de cette région sont extrêmement intéressants, à la fois parce que géopolitiquement, ils ont une position tout à fait intéressante, et deuxièmement parce que, effectivement, peut-être pas l'ambiguïté, mais l'ambivalence de leur position vis-à-vis de la Russie est extrêmement intéressante. Vous avez souligné que le Kazakhstan n'avait pas approuvé les annexions russes. Je me permets de vous signaler que la très grosse majorité, à part, je crois, la Corée du Nord et le Venezuela, des pays qui passent pour des alliés de la Russie, n'ont pas approuvé les annexions. Et au premier chef, la Chine,
qui déteste que les souverainetés soient bousculées, confère Taïwan, naturellement. Autrement dit, la position des pays qui sont autour de la Russie, qui sont censés, pour l'Occident, soutenir la Russie, ont des positions extrêmement diversifiées. Dernière remarque, vous n'avez pas posé la question, mais est-ce que la guerre d'Ukraine est une guerre existentielle pour la France ? Elle n'est pas existentielle en ce sens que, pour moi, elle n'est pas existentielle en ce sens que je ne pense pas que la Russie va se jeter sur la France, non plus que sur les membres de l'Union européenne pour nier leur existence. Mais si la Russie gagnait en Ukraine, ce sont les conditions de notre existence en Europe qui seraient bouleversées. C'est ça. C'est ça la réponse. Ça n'est pas notre vie elle-même, ce sont les conditions de notre organisation existentielle en Europe qui seraient bouleversées. Et en ce sens, c'est existentiel. Oui, vous voulez ajouter. En tout cas, si on en juge par ce que dit la présidente de Moldavie, que nous avons rencontrée avec Madame la présidente de l'Assemblée nationale la semaine dernière, c'est en tout cas, je ne dirais pas existentiel, parce que je ne trouve pas que le mot soit très bien choisi. Existentiel, ça veut dire relatif à l'existence. Ça ne veut pas dire qu'il met en cause l'existence. Je crois que le mot juste serait vital. Enfin, je ne vais pas donner des leçons de grammaire au président de la République. En revanche, oui, je crois que la présidente de Moldavie considère que la guerre d'Ukraine est vitale pour l'indépendance de son pays. Maintenant, c'est M. Alain David pour les socialistes qui va s'exprimer. Merci, Monsieur le Président, messieurs, mes chers collègues. Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, nous nous interrogeons régulièrement sur les conséquences du nouvel ordre mondial né de l'agression russe. On évoque ainsi la contestation de l'ordre juridique international, le nouvel équilibre, ou plutôt devrait-on dire le déséquilibre, en Europe et dans le monde, la remise en cause du multilatéralisme ou l'émergence, d'ailleurs ou pas, d'un Sud global contestataire. Monsieur Weiss, vous évoquez à raison, dans une récente tribune, la politique moyen-orientale catastrophique de Donald Trump lorsqu'il était président, le risque de son retour aux affaires conjuguées à la violence des crises en Ukraine, à Gaza, sur les théâtres africains ou asiatiques. Raisonnablement, ça peut légitimement nous inquiéter. Monsieur Dominique David, vous évoquiez la relativisation du pouvoir des pays occidentaux, États-Unis en tête, et l'émergence de puissances régionales vers un monde plus multipolaire. De fait, la scène internationale va chaotique, sans pilier central, sans ligne directrice, sinon celle de l'affirmation d'égoïsmes nationaux dans un bouillonnement d'initiatives et de manœuvres qui ressemble à une anarchie diplomatique. Quelles sont, à vos avis, messieurs, les pistes pour sortir de cette anarchie diplomatique? Et est-ce que la France pourrait jouer encore un rôle? Est-elle audible? Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur le député de la Gironde. Là, nous sommes en face d'un cas très, très précis. C'est le parlementaire qui pose une question dans des limites de temps très, très étroites, mais qui pose une question qui appelle des réponses absolument gigantesques. Donc, je vous laisse la parole successivement. Merci beaucoup pour cette question. Comment est-ce qu'on améliore un peu cette anarchie diplomatique? Je pense que la réponse dans un monde de géants et de géants carnivores, c'est d'avoir une Europe forte. La France peut jouer un rôle très utile, et notamment un rôle d'aiguillon, un rôle de leadership. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le système international a une tendance naturelle à l'entropie. C'est-à-dire, si les gens ne se bougent pas, et comme l'ONU est largement paralysée par les facteurs que l'on décrivait tout à l'heure, rien ne bouge. Et donc, il faut des gens dans le système qui permettent de faire avancer les choses, qui réunissent les autres, qui prennent des initiatives. C'est des gens comme le président Ruto, par exemple, au Kenya, depuis qu'il est arrivé, un certain nombre d'initiatives aussi bien sur les questions de sécurité que sur les questions économiques en Afrique et sur d'autres sujets. Et donc, si dans ce cadre-là, il y a des leaders qui prennent leurs responsabilités et d'autre part, une Europe forte
qui conjugue à la fois la défense de ses intérêts et des initiatives, que ce soit sur le changement climatique, sur la paix et d'autres sujets. Là, oui, si l'Europe se délite ou si elle est sous l'influence ou la menace russe, ou si elle perd pied économiquement, je pense que le monde sera encore pire, en quelque sorte. Et donc, pour moi, une des réponses à une question très très vaste, c'est une Europe plus forte, aiguillonnée par une France qui a gardé ce sens de l'universalisme, c'est-à-dire le fait d'être présent dans toutes les régions du monde, le fait de considérer qu'on doit adhérer à des principes communs qui doivent être autant que possible uniformément respectés partout, donc garder le cap. C'est ça qui peut en partie aider. Je fais juste une remarque pour finir, qui est que sur les questions de renforcement de l'Europe de la défense et de l'autonomie stratégique, ça fait des années, voire des décennies, que la France plaide en faveur de ça. Le paysage derrière nous est en train de changer et d'être beaucoup plus favorable à cette vision-là. Moi, je me souviens en 2016, lorsque je négociais, quand j'étais au centre d'analyse de prévision et de stratégie, je ne négociais pas, mais je discutais avec mes homologues des 27 pays et en fait 28 pays, puisque la Grande-Bretagne était encore là, sur la stratégie globale de l'Union européenne. Et les mots autonomie stratégique étaient déjà là, mais le travail de conviction qui restait à faire pour les autres Européens était énorme. C'est-à-dire que pour eux, l'Europe restait une sorte de grande Suisse. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat, et là, je pense qu'à force d'aiguillonner, à la force de, en quelque sorte, pour le coup, d'avoir raison, on a pu avoir une influence positive qui, à son tour, à mon avis, améliore plutôt la situation dans cette anarchie diplomatique que vous décrivez. Merci. Monsieur David, vous voulez peut-être dire un mot sur cette importante question. Un mot sur une question simple. Je vous remercie, monsieur le député, de nous demander comment nous allons réorganiser le monde. Je vais me répéter, excusez-moi. Je pense qu'effectivement, comme vient de le dire Justin, ce que nous pouvons faire, c'est favoriser les accords régionaux, les montages régionaux, et puisque les montages globaux ne fonctionnent plus ou fonctionnent moins bien. Et en particulier en Europe, bien entendu, et c'est en grande partie la question de l'Union européenne. Mais je redis que c'est la question des rapports entre l'Union européenne et le reste de l'Europe aussi. Il y a un impensé radical aujourd'hui, c'est tout à fait normal, puisque la guerre est là. Il y a un impensé relativement radical, si je puis dire, qui est celui des rapports avec la Russie. Et des rapports avec l'Est de l'Europe, plus globalement, qu'il va falloir penser. Donc là, les accords régionaux. Deuxième répétition, il faut reconnecter comme on le peut ces accords régionaux, ces montages régionaux avec ce qui subsiste du multilatéralisme global, qu'il s'agisse des grandes questions transversales ou qu'il s'agisse des grandes institutions transversales comme l'ONU. Enfin, troisième remarque, la voix de la France. Bien entendu, la voix de la France est importante, elle est efficace. Nous avons sans doute tendance à surévaluer son efficacité parce qu'elle est souvent vue ou entendue comme absente ou arrogante dans un certain nombre de circonstances. Il y a une interrogation stratégique que nous ne résoudrons pas, bien entendu, aujourd'hui, qui tourne autour de la notion d'universalisme. La France a une parole universaliste et c'est souvent interprété parmi les experts ou les politiques en termes de « nous avons quelque chose à faire partout ». Nous avons un discours qui concerne l'ensemble du monde. Nous avons des valeurs universelles à défendre. Est-ce que ça veut dire que nous devons avoir des stratégies partout, dans toutes les régions du monde, et que nous pouvons être efficaces dans toutes les régions du monde? C'est un débat qui est posé. Est-ce que nos stratégies doivent hiérarchiser les espaces de nos intérêts, ou est-ce qu'il faut que nous soyons présents partout? C'est une vraie question stratégique, surtout par les temps qui courent. Oui, absolument. C'est la stratégie de la carte de visite. Dès qu'il y a un drame, on arrive avec notre carte de visite. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je donne maintenant la parole pour le groupe Horizon à Madame la députée du Bas-Rhin, Madame Cochert. Stéphanie, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Messieurs,
Alors, au-delà de la guerre avec l'Ukraine, Vladimir Poutine pourrait également étendre sa zone d'influence au-delà des frontières ukrainiennes, notamment dans les autres anciennes républiques soviétiques. 1500 soldats russes seraient par exemple stationnés le long de la frontière avec la Moldavie, faisant peser un risque militaire important sur ce petit État qui souhaite rejoindre l'Union européenne. Les pays baltes subissent eux aussi la pression militaire de la Russie en dépit de leur appartenance à l'Union européenne, mais également à l'OTAN. La Russie a notamment émis un mandat d'arrêt contre la première ministre estonienne. À ces menaces militaires directes s'ajoutent les attaques dites hybrides, comme les ingérences russes qui augmentent à mesure que l'intégration à l'Occident de ces pays progresse. Face à ces risques, quel impact sur les anciennes républiques soviétiques et sur l'Union européenne pourrait avoir une victoire de la Russie sur l'Ukraine? Enfin, pour reprendre sur les menaces hybrides, la remise en cause de la paix est souvent associée au retour de la guerre au sens conventionnel du terme, avec des troupes armées. Or, la paix est aujourd'hui de plus en plus remise en cause par des menaces beaucoup plus diffuses. On parle parfois d'ingérence étrangère, de cyberattaques, de fake news en France, en Europe, et cela fait aussi l'objet d'une proposition de loi actuellement examinée à l'Assemblée nationale. Comment le droit international et les institutions multilatérales s'adaptent pour prendre en compte ces opérations de déstabilisation dans leur appréciation des menaces sur la paix mondiale? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur... en l'occurrence, je vais laisser Dominique David sur les menaces hybrides. Non, mais parce qu'en effet, il y a quelques années... Essayons de tenir très bref, ensemble en 2 minutes et demie. Il y a quelques années, on pensait que les menaces hybrides allaient devenir la norme, en fait. Et puis, on a le 19e siècle ou le 20e siècle qui déboule sous la forme d'une colonne de chars qui arrive et qui envahit. Enfin, on a une sorte de... C'est l'artillerie de 1914 et les chars de 1940. Exactement. Et donc, c'est très frappant. Mais ça ne veut pas dire que les menaces hybrides ont disparu. Et au contraire, je pense que Poutine a montré qu'il utilisait l'ensemble de la gamme qui va du conventionnel le plus classique aux menaces hybrides. Et je pense qu'il faut les prendre en compte. Plus, évidemment, toute la bellicosité, toute l'attaque qu'on a vue de recrutement d'agents, de désinformation, de cyberattaques, etc. Et ça, moi, je l'avais vu dès les années 2010 dans le poste que j'occupais au Quai d'Orsay, une hostilité très, très grande et constante. Simplement, un autre mot rapide sur l'impact, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire que l'avancée... on n'est pas dans... là, pour le coup, en effet, la question n'est pas existentielle. La question est celle du rapport de force. Et plus la Russie avance et plus la Russie a des positions fortes, plus on sera limité en termes d'énergie, en termes de sécurité alimentaire, en termes économiques, et plus les intérêts européens seront obérés, plus l'Europe sera dépendante, notamment d'autres entités, notamment des États-Unis pour le gaz et le pétrole et la fourniture d'autres biens. Bref, c'est vraiment une question de rapport de force. Autrement dit, ce qui se joue actuellement en Ukraine, c'est qu'une armée est en train de faire pièce à la Russie et d'un certain point de vue se bat pour défendre les intérêts de l'Europe. Pour elle, c'est existentiel. Elle se bat pour ça d'abord, mais ce faisant, elle protège nos intérêts et c'est pour ça que je suis en faveur d'une poursuite robuste du soutien à cette armée-là. Je vous remercie. Monsieur David. Un mot pour essayer de tenir dans les purs. Madame le député, je suis désolé, mais je ne suis pas un zélateur des guerres hybrides. Je pense que les manœuvres de désinformation qui sont dénoncées tous les jours sont des manœuvres extrêmement classiques, historiquement, et que simplement, elles disposent de moyens technologiques tout à fait nouveaux. Ce qui pose 2 problèmes. Un, la capacité de réception de nos opinions publiques. C'est tout simplement la désinformatia des années 80. Je suis vieux, donc j'étais né dans les années 80. J'étais déjà vieux dans les années 80. C'est de la désinformatia avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Ça pose le problème de la capacité de réception de nos opinions publiques, et en particulier de notre jeunesse. Et deuxièmement, de la capacité de contrôle des instruments technologiques. Et éventuellement des instruments technologiques que nous utilisons contre les autres, car évidemment, nous procédons aux mêmes manœuvres, même si nous pensons qu'elles se font à partir de bases plus honnêtes. Je vous remercie. Pour la gauche démocrate et républicaine, c'est notre vice-président, M. Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député du Havre, c'est à vous. Merci. Comme je ne sais pas quelles sont les questions qu'il est permis de vous poser, et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas non plus vous dire ce que je pense de la situation. Donc,
mon propos s'arrêtera exactement à 2 minutes 30, même si je suis au milieu d'un paragraphe, ou au milieu d'une phrase, ou au milieu d'une démonstration. À un moment donné, vous avez parlé de négativistes en ce qui concerne ceux qui combattent la course aux armements. Donc je suis un négativiste, puisque je combats... dans vos propos, il y a les vidéos, vous pourrez regarder, mais vous avez qualifié comme ça, donc j'étais un peu surpris de cette qualification. On a peu parlé d'économie, on a peu parlé de présence de richesse, on a peu parlé de ce que la Russie a dans son sol et qui pourrait intéresser l'Occident. Vous avez parlé un peu d'économie quand vous avez parlé des États-Unis qui avaient fait un grand cadeau à la Chine en faisant une puissance économique. Moi, je pense que les États-Unis se sont beaucoup enrichis sur le dos du peuple chinois en faisant l'atelier du monde. Je pense que les capitalistes européens se sont beaucoup enrichis sur le dos du peuple chinois pour les productions et sur le dos du peuple indien, d'ailleurs, pour faire une multitude de profits, très grande quantité et très rapidement. Et qu'aujourd'hui, certes, on se retrouve avec l'Inde et la Chine, puissance économique, riche en ce qui concerne la Chine, et y compris en capacité d'aider d'autres États en termes bancaires. Et c'est aussi une nouvelle organisation du monde, cette situation-là. Et peut-être qu'à l'intérieur des BRICS et autour des BRICS, le monde se réorganise. Alors je ne sais pas si ça s'appellera le Sud global ou quoi que ce soit, mais je pense qu'un certain nombre de pays cherchent une certaine indépendance par rapport au capitalisme occidental. Et je me demande si l'économie ne joue pas un rôle aussi dans les guerres qui se déclenchent et qui ont lieu en ce moment. Et je terminerai sur le 2 poids 2 mesures, parce qu'on voit, et ce matin encore, on nous expliquait que les athlètes russes et biélorusses ne participeront pas au défilé olympique. Moi, je questionne quand même sur les athlètes israéliens par rapport à ce qui se passe à Gaza. Je vais m'arrêter à 2 minutes 30, Monsieur le Président, et malheureusement, vous avez agi, je n'ai pas pu rajouter les 3 mots qui manquaient. Je n'ai rien dit, Monsieur le vice-président Lecoq, et je vous ai écouté avec l'attention que je réserve toujours à vos paroles. Monsieur David, vous simplement avez une précision, Monsieur le député. Oui, je ne me souviens plus d'avoir employé le terme négativiste. En tout cas, c'était certainement pas négativiste sur la course aux armements. Je parlais du nucléaire. Oui. Et par négativisme, il n'y avait absolument aucun jugement moral. Il y a des gens dont je fais partie qui pensent que le nucléaire a un rôle stratégique. Je n'ose pas dire positif, parce que quand on parle de ce genre d'armes, mais enfin un rôle stratégique qu'il est nécessaire de conserver. Et puis, il y a un certain nombre de pays assez nombreux qui ont signé, par exemple, ce traité pour l'abolition des armes nucléaires et qui, d'une certaine manière, nient la nécessité nucléaire. Donc, c'est uniquement ça que j'ai voulu dire. Et mon terme de négativisme ne s'applique certainement pas à la nécessité de la négociation sur les armements dont j'ai affirmé la nécessaire prééminence. J'avais rappelé d'ailleurs, Monsieur le Vice-président, que certains membres de la Commission étaient effectivement favorables à l'interdiction des armes nucléaires et à la signature du traité relatif à cette interdiction. Et évidemment, je songeais à vous. Monsieur Weiss. Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, je demande seulement que la France soit observateur du traité d'interdiction des armes nucléaires, et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la France doit désarmer de manière unilatérale. Œuvrer au désarmement nucléaire, c'est une chose. De manière unilatérale, ça peut être une bêtise. C'est une précision très intéressante. Monsieur Weiss, vous voulez... Non, rien à dire. Donc maintenant, la dernière oratrice inscrite, non pas au nom des groupes, mais au titre des non-inscrits, c'est Madame Besse. Merci, Monsieur le Président. Merci député de la Vendée. Beaucoup pour vos interventions, vos éclairages. Moi, je souhaiterais vous interroger sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, pour voir avec vous si cette avancée technologique qui vient quelque peu bouleverser plusieurs pans de nos vies pouvait avoir un impact également dans la remise en cause de la paix. L'IA est un nouvel Eldorado technologique dans lequel beaucoup reste à découvrir, et les acteurs dans ce domaine sont multiples, et cette innovation pourrait apporter de grands pouvoirs, notamment aux GAFAM. Le Parlement européen a adopté mercredi dernier la proposition, je cite, de règlement établissant
des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. Ce texte est une première mondiale. S'il soutient l'innovation, il vise aussi à protéger les droits et la sécurité. L'Union européenne aura désormais une législation importante pour réguler l'intelligence artificielle. Et si ce texte est validé par le Conseil européen, il entrera en vigueur en 2025. Le Parlement européen a résumé ainsi les objectifs de ce règlement. Je cite, « Protéger les droits fondamentaux, la démocratie, l'état de droit et la durabilité environnementale contre les risques liés à l'IA, tout en encourageant l'innovation et en faisant de l'Europe un acteur de premier plan dans ce domaine. » Les rapporteurs parlent d'une loi contraignante pour réduire les risques. On voit ici le besoin pour les pays de se protéger. En effet, qu'est-ce qui nous dit que demain, l'intelligence artificielle ne permettra pas à certaines organisations ou entreprises d'accéder à des informations de sécurité nationale et à de la manipulation de populations en masse ou encore, par exemple, à des connaissances stratégiques en armement nucléaire. Alors, peut-on dire que l'intelligence artificielle est aujourd'hui un élément perturbateur pour le maintien de la paix? Et si oui, dans quelle mesure? Merci beaucoup. Oui, élément perturbateur, c'est évident. En fait, si on prend un pas de recul, parce que l'AI Act européen, au fond, ne parle pas beaucoup de géopolitique, en quelque sorte, et ne parle pas tellement de ces dangers. Mais si on veut, disons, donner les têtes de chapitre, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie au cours des 20-30 dernières années, que ce soit les drones par exemple ou d'autres, on voit que ce sont les pays les plus avancés, toujours à peu près les 5, 10, 12 même, qui s'en dotent et qui maîtrisent cette technologie. Il en va un peu de même pour l'IA. Les États-Unis, la Chine sont leaders. En gros, pour l'IA, il faut une capacité de calcul énorme, il faut des données. Et il faut des ingénieurs et disons de l'innovation. Et ça, Chine et États-Unis mènent la danse, enfin plutôt États-Unis et Chine, puisqu'il semble que la Chine soit un peu moins avancée cette fois-ci. La Russie est très absente là pour le coup, et l'Europe, comme d'habitude, essaye de suivre avec quelques succès, mais pour l'instant très parcellaire. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que il y a plusieurs dangers liés à l'IA. Il y a celui que vous pointiez de diffusion des connaissances et de capacité d'États, voire de groupes non étatiques, à utiliser le modèle fondationnel, les large language models, pour acquérir des connaissances en armement, et ça c'est un danger bien réel, et malgré tous disons toutes les limites et les brides le bridage qui est mis sur ces systèmes. Il y a aussi le danger d'accidents, c'est-à-dire d'autonomisation de certaines IA, non pas d'une IA générale qui prendrait le contrôle sur les humains, ça c'est pas tout à fait le scénario le plus probable, mais plutôt soit d'armes autonomes, soit de systèmes d'IA qui seraient insuffisamment maîtrisés par leurs créateurs, ou alors qui seraient intentionnellement créés à cet effet pour faire des dégâts. Et donc, en effet, s'il y a tellement d'agitation autour des aspects géopolitiques de l'IA, c'est non seulement que c'est un facteur de puissance maintenant évident, dans le nucléaire c'est particulièrement inquiétant, et ça peut-être que Dominique a des lumières plus grandes, mais aussi parce que en termes de conflictualité, l'IA peut résoudre un certain nombre de problèmes et peut marquer une avancée très grande pour le genre humain, mais en effet, si on s'intéresse au danger, il y a le danger qu'elle échappe, il y a le danger qu'elle soit utilisée d'une façon négative et disons dommageable, voire criminelle, et les accords qu'on voit pour l'instant sont très timides, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des accords d'autolimitation des grandes entreprises. Au point de vue global, il y aura le sommet sur l'IA. Il y a eu un premier sommet à Londres en novembre dernier. La France organisera en février prochain, probablement, même si la date n'est pas fixée, un second sommet sur l'IA qui pourra faire des progrès dans ce domaine-là, et des progrès qui sont nécessaires parce qu'en effet, elle menace potentiellement la paix et la sécurité dans le monde. Bien que nous soyons très... Bon, très bien, monsieur Weiss a répondu pour monsieur David, formidable. Quelle équipe.
Bien, maintenant les prises de parole au titre des groupes sont terminées. J'ai encore 7 demandes de parole à titre individuel. Nous devons effectivement avoir bouclé très rapidement, donc il faut se tenir dans la minute requise. Alors le premier orateur à la fois inscrit et présent, c'est M. Je Bouix. ne pensais pas être le premier, Monsieur le Président. Merci. Moi, j'aimerais en fait vous entendre, messieurs, sur le fait religieux. Alors, sans revenir au traité de Westphalie de 1648 et la réorganisation géographique de l'Europe, tant dans sa partie État-nation que dans sa partie spirituelle, comment en fait vous percevez l'influence des religions aujourd'hui dans la réorganisation de ce multilatéralisme ? Je crois qu'on a quand même résolu le problème catholique-protestant. Pas forcément, si on n'en juge pas l'activité de l'Église évangélique. Qui veut répondre ? C'est une question. Pardonnez-moi, pour répondre en une minute à une question comme ça, on ne peut opposer qu'un lieu commun. Je pense que le retour de la puissance à l'heure actuelle prime sur les fantasmes de retour de religieux que nous avons depuis 20 ans. Il y a effectivement... le religieux est un facteur de puissance. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut prendre le religieux comme facteur de puissance. Mais c'est la détermination de la puissance qui, à mon avis, est déterminant. Oui, enfin... Je suis désolé, c'est caricatural. Vous voulez ajouter quelque chose ? Bon. Il est quand même peut-être... Je me sens inspiré. Non, je ne suis pas inspiré. Je vais pas. Mais enfin, il est aussi intéressant que la volonté de puissance prenne la forme de la revendication religieuse. C'est quand même quelque chose de neuf en soi. Madame Oziol. Merci, Monsieur le Président et messieurs les intervenants. Ma question sera plutôt sur les militaires français qui officient sous casque bleu, qui sont déployés sur de nombreux sites. La France est le 6e contributeur financier et 28e contributeur d'effectifs sur 122 et 2e parmi les 5 du Conseil de sécurité, ce qui fait que notre pays a un profil particulier. Et donc 665 de ces 770 soldats français, donc 95% des effectifs, sont déployés dans le monde sous bannière onusienne au Liban. Aujourd'hui, le Liban subit les agressions et les intrusions de son voisin du Sud, Israël, ce qui ouvre la porte à un embrasement généralisé du conflit dans la région. Alors, bon, quel rôle, en fait, d'après vous, pourrait jouer la France pour apaiser le conflit aux frontières et plus généralement, dans quelle mesure la baisse de budget des casques bleus depuis 2017 met en péril l'institution ? Je vous remercie. Qui veut répondre sur cette question qui intéresse à nouveau l'ONU ? C'est Jean-Marie. Guénaud. Oui, on va poser la question à Jean-Marie Guénaud. Vous êtes d'accord ? C'est vraiment lui qui parle. Oui, mais il peut. Non, mais c'est une question. Vous souhaitez dire quelque chose sur les. Bon. Je crois que nos invités ne s'estiment pas en mesure de vous apporter les réponses qui pourraient vous satisfaire. Je pense effectivement que M. Guénaud aura certainement des idées précises. Et si vous n'êtes pas là pour lui poser la question, je la lui poserai moi-même. Maintenant, c'est M. Michel Guignot. M. Michel Guignot est membre du Rassemblement national et député de l'Oise. Oui, merci Monsieur le Président, messieurs, chers collègues. Les différentes instances internationales s'accordent toutes à évoquer une situation globale de crise ainsi qu'un équilibre mondial en péril. Toutefois, les images qui nous parviennent, issues de propagande ou d'amateurs, n'actent que du fait que les guerres sont plus médiatisées qu'avant. La guerre elle-même paraît plus impressionnante parce que les armes sont plus dévastatrices. Il n'y a aucune mesure entre un trébuchet, et aussi puissant soit-il, et un missile Taurus visant une ville. En somme, la paix est-elle vraiment plus mise en cause aujourd'hui qu'alors ? Il semble, et je fais confiance aux experts, que ce soit le cas. Toutefois, j'aimerais avoir une petite précision. Nous aurons prochainement à examiner en hémicycle un texte sur les ingérences étrangères, mais nous-mêmes participons au conflit, à leurs escalades, pour une raison, c'est celle d'apporter la paix dans le monde, légitimement, sûrement. Ne n'oublions pas les échecs en Libye ou en Irak.
Ma question est donc la suivante. Sans revenir sur le rôle pacificateur de l'ONU et des casques bleus, à partir de quel moment, d'après vous, une action des casques bleus peut être justifiée par la nécessité de maintenir la paix et d'éviter un embrasement? Merci, Monsieur le Président. Bon, question casque bleu à nouveau, mais pas la même. Il y a une réponse très simple qui est juridique. L'intervention des casques bleus est déterminée par un accord du Conseil, par une décision du Conseil de sécurité. Point. Et les décisions du Conseil de sécurité se prennent par rapport aux normes de la Charte des Nations Unies. Bien, Monsieur Hayes. Oui, et simplement, enfin, les casques bleus interviennent une fois que la paix doit être gardée, ou en tout cas que la conflictualité a cessé. Ils n'interviennent jamais en situation d'hostilité ouverte. Et donc, c'est à distinguer des exemples que vous avez donnés d'intervention militaire, où là, les casques bleus sont effectivement pas concernés. Je vous remercie. Maintenant, c'est à Madame Carrois, qui est membre du groupe Renaissance et députée des Français de l'étranger, et plus précisément des Français d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Merci, Monsieur le Président. Vous. Merci. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour échanger avec notre commission sur la question de la paix dans le monde. Georges Clemenceau a déclaré en juillet 1919 qu'il était plus facile de faire la guerre que la paix. Je pense que nos échanges aujourd'hui font que ces mots résonnent particulièrement. Comme notre président l'a rappelé, je suis députée des Français qui sont établis en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et les crises sécuritaires dans lesquelles sont plongés plusieurs pays de ma région illustrent cette remise en cause de la paix. L'Équateur, par exemple, que vous avez évoqué, Monsieur Weiss, est plongé dans un conflit qui oppose le gouvernement et les narcotrafiquants. Le pays a vu son taux de corruption et de violence armée augmenter de manière exponentielle ces derniers mois et le président Noboa a récemment déclaré que l'Équateur vivait un état de guerre. Mais également Haïti. La situation dramatique de ce pays contrôlé par les gangs a été relayée par la presse ces derniers jours du fait de la dégradation alarmante de la sécurité. Dans ce contexte, la France et la sécurité internationale peuvent-elles, doivent-elles intervenir, participer activement à la résolution de ces conflits armés internes pour le retour de la paix en Amérique latine et dans les Caraïbes? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Lequel de vous veut répondre? Je peux donner une opinion qui est que c'est souhaitable, mais que ce n'est pas faisable. C'est-à-dire que malheureusement, il y a tellement de situations comme ça compliquées que la France peut à chaque fois, je pense, être adjuvant ou peut aider ces processus-là, mais doit souvent se reposer sur d'autres. J'avais rendez-vous hier avec la nouvelle ambassadrice du Kenya à Paris. Le Kenya est membre de l'Assemblée générale du Forum de Paris sur la paix, et on discutait de la situation en Haïti où le président Ruto a proposé d'envoyer des policiers. Le problème, c'est que la situation s'est tellement dégradée que c'est maintenant impossible parce que la situation n'est pas suffisamment permissive pour le faire. La France, dans ces situations-là, je pense, peut aider. Elle n'a pas les moyens malheureusement de faire beaucoup plus que cette action internationale et qu'encourager d'autres acteurs à prendre l'initiative. Je vous remercie. Maintenant, c'est Monsieur Quatennens, Monsieur le député du Nord, qui va s'exprimer. Monsieur Quatennens est membre de LFI. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. En 5 mois, plus de 31 700 Palestiniens ont été tués par les bombardements aveugles de l'armée israélienne, dont 13 000 enfants. Au moins 124 journalistes ont été assassinés à Gaza, souvent visés par des snipers pour empêcher la diffusion d'informations sur ce massacre. Le 26 janvier dernier, la Cour internationale de justice ordonnait au gouvernement israélien de prendre des mesures conservatoires face au risque génocidaire. Le gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Benyamin Netanyahou continue de ne respecter aucune des mesures préconisées par la Cour. Depuis 2013, la France a exporté pour plus de 200 millions d'euros d'armes à Israël, faisant de notre pays une des principales sources d'approvisionnement de matériel militaire. Quel regard portez-vous sur la vente d'armes à un État mis en cause régulièrement pour la colonisation de territoires illégalement occupés? L'interruption des ventes d'armes à Israël pourrait être un des moyens dont nous disposons pour mettre un terme au massacre en cours. Le Canada vient d'ailleurs d'annoncer cette suspension. Quelles mesures concrètes et urgentes allant dans ce sens conseilleriez-vous? Il a été répondu à une question semblable, je crois, avant que vous n'arriviez, Monsieur Quatennens. Est-ce que vous voulez reprendre votre réponse, Monsieur David? C'est vous qui l'aviez faite. Non,
Je pense que c'est une question politique et donc extrêmement honorable, mais que je n'ai pas à répondre à des questions politiques, d'options politiques. Je note que votre chiffre de 200 millions, je suis navré de dire que c'est un chiffre très faible. Monsieur Weiss. Navré ou heureux de dire. Ce qui ne porte ni approbation ni désapprobation. Bon, rien à dire. Maintenant, monsieur Buisson, monsieur Jérôme Buisson, est membre du Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, messieurs les intervenants, chers collègues. Je vous remercie tout d'abord pour vos interventions. Je souhaite aborder la question de notre dépendance aux importations en matière de matières premières, en tant que co-rapporteur d'une mission d'information sur le sujet. Alors que le doux commerce était censé apaiser les relations internationales, nous réalisons enfin que les échanges commerciaux peuvent, dans de nombreux cas, devenir eux-mêmes des armes. Ainsi, depuis quelques années, une classe politique auparavant obnubilée par le libre-échange parle maintenant de souveraineté ou encore de dérisquer nos échanges commerciaux. Cette situation est d'autant plus alarmante que nous ne disposons même plus des capacités de transformation d'un grand nombre de matières. Ces matières premières sont pour certaines non seulement vitales pour notre économie, mais aussi pour notre défense. Nous nous retrouvons donc en situation de vulnérabilité programmée. D'où ma question, la guerre économique n'est-elle pas un angle mort des menaces pour la paix dans le monde? Merci. Je vous remercie, monsieur le député de l'Ain. C'est sûr qu'on assiste à un changement de, disons, du contexte et du climat international. C'est-à-dire là où, au début des années 2000, le marché était roi et donc la répartition de la production était la règle pour davantage d'efficacité économique, là où l'entreprise privée pouvait sauver le monde. Enfin bref, tout disons, l'évangile de Davos triomphait. On se retrouve 20 ans plus tard dans une situation dans laquelle les entreprises d'État chinoises et de beaucoup d'autres pays triomphent, où le protectionnisme sous une forme ou une autre a repris ses droits, souvent sous la forme d'une politique industrielle. Je cite, c'est très particulièrement net aux États-Unis, et où, en gros, le mercantilisme a beaucoup progressé. Donc on est dans un environnement qui est très différent, et où l'Europe en particulier, fondée sur ses principes de libre-échange et disons, de confiance dans le système international, doit réviser assez drastiquement sa copie. Je crois que c'est en cours, je crois que c'est lent, mais que c'est en train de se faire. Évidemment, le danger de ça, c'est de revenir au monde de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire de la même façon que la fermeture commerciale et que le rapatriement de la production avait suivi la Première Guerre mondiale qui avait marqué quelques années avant l'apogée de la première globalisation, on pourrait assister à la même chose avec des effets qui sont très négatifs en termes géopolitiques, c'est-à-dire d'accentuation des rivalités et potentiellement des guerres pour la maîtrise des ressources. Et là, une des raisons pour laquelle on a créé le Forum de Paris sur la paix, c'est justement parce que cette espèce d'esprit du temps de Davos des années 2000, le marché, l'entreprise privée, l'ouverture, ne correspond plus à ce qui existe maintenant. Et pour répondre aux défis de maintenant sur l'approvisionnement, les fermetures commerciales, etc., on a besoin, et puis surtout aux défis globaux, de faire travailler ensemble les gens et d'avoir des types de rencontres où tous les acteurs sont présents et où l'intérêt général est défendu beaucoup plus que celui du marché. Je vous remercie. Monsieur, la dernière intervenante, elle a déjà parlé, mais au titre du Rassemblement national, maintenant elle s'exprime en son nom personnel, si je puis dire, c'est Madame Robert Dehaut. Merci. Madame la députée. Merci, de Monsieur la le Haute-Marne, Président. c'est à vous. Oui, merci. Messieurs, la montée des conflits et l'apparition de nouvelles tensions géopolitiques nous obligent à réévaluer le rôle de l'arsenal nucléaire dans la préservation de la paix mondiale. D'autant plus lorsque cet outil indispensable à la protection des Français fait l'objet de remises en cause et de contestations depuis de nombreuses années par des formations politiques sous couvert d'idéologie écologiste. Dans ce contexte, la question de la pertinence de la dissuasion nucléaire se pose. La France demeure la seule puissance nucléaire de l'Union européenne, ce qui soulève des débats, notamment sur l'opportunité d'étendre sa dissuasion nucléaire à l'échelle européenne. Comment analysez-vous l'idée avancée de l'abandon de notre arsenal nucléaire pour notre usage exclusif ?
première question. Ensuite, pensez-vous que nous devrions envisager l'intégration de la dissuasion pour la défense des intérêts français dans notre Constitution? Je vous remercie. Je crois que les deux invités sont en mesure de répondre. Peut-être monsieur. Alors d'abord, Madame le député, il n'est pas question d'abandonner la couverture nucléaire française au profit de qui que ce soit. Il est question, je ne sais pas quel mot employer, enfin entre experts on parle de dissuasion étendue, d'étendre éventuellement cette dissuasion à nos confrères européens, à nos amis européens. C'est une très très vieille question. C'est une très très vieille question. Elle existait déjà dans les années 60. Il y a des déclarations du général de Gaulle parlant du profit que les Européens pourraient tirer de l'existence de la dissuasion. Ça a été repris dans les années 70 sous Giscard d'Estaing. Ça a été repris sous Mitterrand dans les années 80. Et aujourd'hui, bien entendu, ça revient parce que la solidarité de défense des Européens est évidemment questionnée par l'évolution des circonstances en Ukraine. Je crois qu'on se retrouve toujours en face du même problème. La solidarité politique existe. Autrement dit, tout adversaire d'un Européen sur des questions importantes, naturellement, doit savoir que la solidarité française vis-à-vis de ses alliés pourrait jouer, et pourrait jouer jusqu'au nucléaire. Et à cet égard, les consultations politiques pourraient être renforcées entre les alliés européens sur les procédures de consultation, sur les procédures de consultation avant décision d'emploi, etc. Je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait aller beaucoup plus loin parce que les circonstances d'aujourd'hui ne me semblent pas totalement bouleversées par rapport aux circonstances des années 80 ou 90. Nous formons tous des peuples et des pays différents. Nous avons tous des approches différentes du phénomène nucléaire civil et du phénomène nucléaire militaire encore plus. Je crois que ce qui peut être renforcé, c'est la coopération de défense classique, c'est les accords de solidarité politique, si je puis dire, qui permettent ou qui interdisent, plus exactement, à tout adversaire de penser qu'il pourrait attaquer l'un d'entre nous sans que la France, puissance nucléaire, réagisse. En réalité, c'est une certitude dans la tête de l'adversaire qu'il faut renforcer. Maintenant, l'engagement de la France d'utiliser son arsenal nucléaire si le moindre soldat russe avançait le pied sur un... est aussi peu crédible que la dissuasion étendue des États-Unis qui était critiquée par le général de Gaulle dans les années 60. Bien, je vous remercie. Je crois effectivement que l'idée du général de Gaulle dans cette affaire était qu'on ne pouvait pas éviter que la dissuasion française permettait, obliger les Russes à envisager qu'il y ait une possibilité de guerre nucléaire à partir de l'Europe, alors qu'ils auraient bien voulu la limiter à un échange russo-américain qu'ils contrôlaient parfaitement. Et c'est cet élément-là qui avait d'ailleurs provoqué beaucoup d'irritation chez nos amis américains. Il y a un discours célèbre du secrétaire à la Défense, Robert McNamara, à Ann Arbor, qui avait critiqué en termes extrêmement vifs la force de dissuasion française parce que, effectivement, ça compliquait les calculs américains. C'est d'ailleurs ça qui a été à la base de la critique de la doctrine McNamara par Kissinger dans The Troubled Partnership, qui reste un livre qui reste très intéressant à étudier. Vous voulez ajouter quelque chose? Écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup. Effectivement, on ne peut pas dire qu'on sorte d'une conversation avec vous deux totalement rassérénée sur l'avenir du monde, l'avenir de la paix et la capacité de la France et de l'Europe à jouer pleinement le rôle efficace qu'on espérait leur voir jouer. Même si nous faisons, ça ne vaut pas critique à l'égard de ce que fait l'Europe ou la France, mais il y a des limites et des contraintes. Mais c'est le monde tel qu'il est, vous n'en êtes pas responsable, et je dis. Nous sommes ici dans une commission qui se veut consciente des enjeux, consciente des responsabilités qui sont les siennes, qui, comme je le disais, ne dédaigne pas d'étudier des choses très difficiles comme la réforme de l'ONU. Et cette confrontation avec le réel, cet écart qui a sous-tendu l'ensemble de nos échanges
entre une multilatéralité nécessaire et une multipolarité fragmentaire, porteuse de discorde, c'est quelque chose que nous vivons au jour le jour, et nous ne pouvons pas non plus nous satisfaire d'un retour à l'ordre impérial des temps anciens. Donc voilà, le décor est posé, et je crois que nous ne pouvons que encourager M. Weiss à continuer ses efforts au sein du Forum pour la paix, sachant que là, vous avez quand même une mission qui peut durer pour quelques siècles. Hein. Le business model. Oui, le business n'est pas prêt de s'éteindre. Voilà, merci en tout cas, messieurs, de votre participation qui nous a été très précieuse, et on va donc prolonger cette réflexion avec celle de Jean-Marie Guéhenno qui, je pense, n'aura pas forcément des analyses très, très divergentes par rapport aux vôtres. Merci beaucoup. La séance est suspendue pour 3 minutes.